si vous voulez. Je pense que je peux l'envoyer dans le groupe. Je peux l'envoyer là après. Après, vous pouvez lire. Ok. Quand tu veux. D'accord. Oui, je pense le plus pratique pour vous, c'est si vous voyez quelque chose d'utile sur l'écran, je pense vous pouvez prendre. Ouais, je pense que c'est plus facile parce que il va y avoir des mots sur l'écran et en même temps, je vais parler, faire des commentaires additionnels. Du coup, ça va être un petit peu ici et là. Et du coup, si vous voulez pas trop manquer les informations, les photos, ça peut marcher. Donc, tout le monde peut voir, n'est-ce pas? C'est clair? C'est bien clair? Parfait. D'accord. Bah écoutez, bonsoir, ça fait super plaisir d'être ici. Ça fait assez longtemps que j'ai voulu faire quelque chose avec la communauté française. Je travaille depuis 7 ans. Tout ça un petit peu dans la communauté anglophone, et lorsque je suis entré en contact avec Leila et Saïdia, on s'est dit ouais, il faut faire quelque chose avec la communauté française. Du coup, ça fait plaisir d'être ici et merci d'être là. Alors aujourd'hui, juste pour vous donner un petit topo des choses dont on va parler, vous êtes venu au bon séminaire si vous voulez apprendre des choses comme quoi perdre du poids, mais vous n'avez jamais vraiment été sûr de comment s'y prendre. Aujourd'hui aussi, les théories qui seront adressées vous seront utiles si vous avez perdu du poids auparavant, mais vous regagnez toujours. C'est-à-dire, il y a cet effet yo-yo qui, je perds, je regagne, je perds, je regagne, il se passe quoi? Et en plus des problèmes de poids, vous avez des problèmes de santé. C'est-à-dire, je sais pas, quelque chose que je vois tout le temps lorsqu'il s'agit de femmes, surtout entre les tranches d'âge de 40 à 50 ans, on voit des problèmes de sommeil, on voit des problèmes de digestion, des problèmes avec le cycle menstruel, ce genre de choses-là. Du coup, on va un petit peu adresser des solutions dans ces sujets-là. Okay? Et si vous avez entre 35 et 65 ans et une vie, un train de vie rythmé, mais qu'en même temps, vous sentez que votre corps n'est pas trop... Comment dire ça? Votre corps ralentit et vous sortez aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de 2 jours pour récupérer, pour un petit peu éliminer l'alcool. C'est plus aussi rapide qu'auparavant. Et aussi, vous avez envie de vous mettre à vivre sainement, à bien manger, mais vous avez tout le temps l'impression que c'est toujours associé avec beaucoup de restrictions. Genre, il faut éliminer ceci, il faut éviter cela, il faut avoir peur de cela. Et ma promesse aujourd'hui, c'est que d'ici la fin du séminaire, on aura appris les fondamentaux sur la transformation physique. J'aurais dû aussi ajouter sur le bien-être physique pour individus normaux de la vie de tous les jours. Parce qu'il faut savoir, une notion très importante que j'aime bien apprendre à mes clients, c'est qu'on n'est pas comme tout le monde. C'est-à-dire, on n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des athlètes professionnels, on n'a pas nécessairement envie de devenir, je sais pas, Usain Bolt ou LeBron James ou Serena Williams, parce que ces gens-là, ils ont un train de vie différent, des spécificités et des besoins différents en termes de stratégie nutritionnelle. Et nous, on a besoin de quelque chose d'autre. Du coup, c'est ce qu'on va adresser aujourd'hui. On va adresser les plans qui marchent pour nous. D'accord? Et aujourd'hui, on va apprendre à créer une routine, un style de vie sain, flexible, sans restriction. C'est-à-dire, je ne vais pas me lever ici et vous dire qu'à partir de maintenant, il faut éviter ceci, il faut éviter ce groupe de nourriture-ci, etc., etc. Ce qu'on va faire, en fait, c'est on va apprendre à intégrer ces choses-là dans votre style de vie, dans votre train de vie. Et on va aussi essayer de restaurer, enfin, trouver des théories pour restaurer et améliorer les fonctions vitales, métaboliques et hormonales de votre corps. Parce que, je vais l'expliquer très bientôt, quand il s'agit de santé, quand il s'agit de perte de poids, perte de gras, gain de muscles et tout ce qui touche la transformation, c'est une histoire de métabolisme et d'hormones. Du coup, on va vraiment se focaliser sur ça aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, perdre du poids sans jamais se soucier de le regagner. Mais d'abord, avant que vous m'écoutiez et aussi avant que vous dites oui, je vais payer attention, juste pour vous donner une idée de qui je suis et de quoi mon parcours a l'air, je suis venu ici d'abord au départ pour étudier un master. Après, je suis allé dans un doctorat. Et après ça, je me suis dit, c'est pas pour moi. Après 2 ans dans mon doctorat, je me suis dit, j'arrête, je vais aller travailler à plein temps en tant que coach sportif. Du coup, c'était un petit peu vers la période du Covid, je pense. C'était un petit peu à partir de cet intervalle de temps-là, j'ai commencé à aider des personnes en salle, à coacher, des cours collectifs, des cours en présentiel, personnel. Et avec le temps, j'ai essayé de trouver une manière plus efficace pour moi de coacher et d'aider plus de gens, toujours dans le cas des expatriés. Du coup, j'ai commencé à lancer mon programme en ligne. Et dans ce programme, je me focalise surtout sur équiper les gens avec les informations, les stratégies, les solutions et aussi le support nutritionnel, le support dont ils ont besoin pour pouvoir se transformer, pour perdre du gras,
pour améliorer leur santé et pour pouvoir devenir super productifs dans leur vie de tous les jours. D'accord? Et mes clients, c'est quelque chose dont je suis assez fier, ils réussissent à perdre du poids sans pour autant forcer. C'est-à-dire, la théorie du faire une grosse diète super restrictive, la théorie du commencer à courir et faire du cardio tout le temps, c'est pas trop ce que je fais dans mon programme et ça marche. On réussit à créer des résultats soutenables et aussi une amélioration de la qualité de vie et santé en général. C'est-à-dire, c'est pas trop une question de on se transforme et voilà, on est super fit et on a ce nouveau corps, mais c'est surtout une question de je me réveille le matin, je me sens plus trop fatigué. C'est une question de je rentre chez moi le soir après le boulot, après une longue journée, je me sens bien, j'ai pas envie d'une fringale. C'est une question de j'ai réussi à jouer et à courir ici et là avec mes enfants. C'est vraiment une question de les équiper dans la vie en général. D'accord? Et le modèle que j'utilise, c'est un modèle qui se subdivise en 3 étapes. D'accord? On passe d'abord par une phase de restauration métabolique et hormonale, encore métabolisme, hormones. Après, on passe par une phase d'accélération et après, on passe par une phase d'intégration pour obtenir la transformation complète et durable. Et juste pour vous donner une petite explication, la restauration métabolique et hormonale, ça paraît super scientifique, mais en gros, ce qu'on fait, c'est juste de combler les lacunes. Donc, lorsque un client commence avec moi, et ils se disent tout le temps, ok, je vais faire attention à quoi? C'est quoi le truc que je vais devoir éviter, éliminer? Et moi, mon approche elle est très différente parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est je regarde tout ce qu'on a, je regarde d'abord ce qu'on ne fait pas. Je regarde d'abord les lacunes, je regarde d'abord ce qu'on ne mange pas. Je regarde d'abord ce qu'on ne fait pas qui pourrait nous aider en termes de notre bien-être. Mais du coup, c'est ce qu'on fait un petit peu dans la phase de restauration. On optimise les fonctions métaboliques en vue de stimuler le corps à se transformer de lui-même. Parce que quelque chose que j'ai appris à travers la science et aussi à travers maintenant plus d'une centaine de personnes coachées en 1 à 1, c'est que les diètes et les entraînements, ça marche. La plupart du temps, le corps de quelqu'un, à cause du train de vie qu'ils vivent, à cause de leurs habitudes de la vie de tous les jours, à cause du stress émotionnel, psychologique, stress personnel, stress professionnel, le corps commence à se dire non, j'ai pas envie de changer, je ne me sens pas assez équipé, je ne me sens pas assez sain. Du coup, c'est pour ça que la phase de restauration, elle est assez importante et assez assez efficace parce qu'elle adresse tous ces problèmes en fait. Les problèmes les plus profonds qu'on ne réalise jamais sont là et qu'on ne réalise pas sont les réelles raisons pour lesquelles on est bloqué. D'accord? Après la phase de restauration, on passe par la phase d'accélération et c'est là qu'on commence à faire des diètes. C'est là qu'on commence à se dire allez, on va essayer de restreindre ceci, restreindre cela et on devient un petit peu plus agressif mais soutenable. D'accord? C'est-à-dire si j'ai un client qui n'a pas l'habitude de faire la course à pied, je ne vais pas les forcer de commencer à faire la course à pied. Si j'ai un client qui n'a pas l'habitude de pousser des charges à la salle de sport, c'est pas trop ce que je vais chercher, mais je vais trouver des manières flexibles et des manières empathétiques, si c'est le bon mot, pour les coacher en vue de créer plus de changements. Et la troisième phase, la dernière phase, c'est une phase d'intégration où on apprend à intégrer les habitudes saines dans notre vie quotidienne en vue de maintenir les résultats. Parce que on sait tous... bonsoir. Ça va? C'est pas grave. C'est pas grave. Asseyez-vous. Donc la phase d'intégration, c'est une phase aussi importante que la phase de restauration parce que c'est là qu'on apprend à garder cette nouvelle version de nous-mêmes. S'il y a quelque chose que je vois très souvent dans ma pratique, c'est les gens qui ont perdu du poids et qui regagnent. Et après, ils réessaient de perdre, mais ça devient super difficile. Et ça, en fait, c'est normal parce que lorsqu'on perd du poids, il y a les cellules de gras de notre corps qui... Les cellules de gras de notre corps ne disparaissent pas, mais elles diminuent seulement, elles redeviennent super sensibles. Du coup, lorsqu'on regagne du poids, ça devient beaucoup plus difficile pour ces cellules de rétrécir parce qu'elles font ça, elles font ça, elles font ça, elles font ça. Elles vont se dire, non, j'ai pas envie de changer, je vais rendre la tâche difficile pour toi. Du coup, c'est pour ça un petit peu, lorsqu'on perd et qu'on regagne, la plupart du temps, c'est toujours difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est toujours un petit peu plus difficile de perdre. Du coup, j'évite ça par la phase d'intégration, qui est une phase où on perd du poids juste une fois, et voilà. On n'en parle plus, on vit notre nouvelle vie, d'accord? Et aujourd'hui, la phase de restauration sera notre plus grosse priorité parce que j'ai envie qu'elle devienne aussi votre priorité. D'accord?
s'il y a quelque chose que je sais, et je travaille avec beaucoup de parents, beaucoup de personnes avec de hautes responsabilités, avec plein de choses à manager tous les jours, des gens fatigués, en gros. Des gens qui ont beaucoup de choses qui s'appuient sur elles. Des gens qui ont beaucoup de choses qui sucent leur énergie tous les jours. Et ce sont aussi les gens qui, ironiquement, négligent les bases de comment bien vivre. Du coup, c'est un petit peu ça qu'on va prendre dans la phase de restauration. Et j'ai envie que ça devienne vraiment une base pour tout le monde en termes de manière de vivre à partir d'aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle on va se focaliser là-dessus, c'est parce que la plupart du temps, c'est vraiment tout ce dont le corps a besoin. C'est comme vous l'avez vu sur mes clients, les transformations que je vous ai montrées, c'est la phase de restauration. C'est pas une diète, c'est pas un workout spécial, c'est juste raviver le corps, en gros. La troisième raison, c'est que c'est l'étape la plus facile et la moins complexe. C'est l'étape qui ne nécessitera pas trop de motivation. C'est l'étape qui ne nécessitera pas trop de discipline pour continuer, pour pouvoir perdurer, pour pouvoir répéter le programme pendant plus d'un mois sans jamais rechuter. C'est l'étape qui ne nécessite pas trop de temps. Et c'est aussi une étape qui, au départ, c'était comme ça qu'on vivait nos vies, mais on a changé parce qu'on vit dans un monde un petit peu trop moderne actuellement et c'est difficile d'oublier de prendre soin de toi. D'accord? Et encore une fois, si bien faite, elle peut déjà améliorer beaucoup de choses. Okay? Donc, pour vous donner un petit topo, encore une fois, je vais aborder le sujet diététique là tout de suite. Mais après, je pense après 20 minutes, 25 minutes, je vais avoir une petite séance interactive, juste pour vous réveiller un petit peu, juste pour qu'on interagisse un peu les uns avec les autres. Après, on va continuer. La première partie, ça traitera surtout de quoi manger, pourquoi le manger. Je vais essayer de pas trop être scientifique, parce que quelque chose que j'ai appris, c'est que on sait tous ce qu'il faut faire, mais je pense qu'on a juste du mal à bien assimiler ce qu'il faut faire et à bien exécuter cette information. Du coup, je ne vais pas trop aller dans les sciences de, oléosaccharides, fibres et tout ça, parce que je ne pense pas que c'est des informations dont on a besoin. Ça sera surtout comme ça. Après, une session interactive. Et la deuxième partie, ce sera combien manger, différentes méthodes pour pouvoir mesurer et pour pouvoir bien apprendre les quantités de nourriture qu'il vous faut sans pour autant mesurer. Après ça, il y aura une autre séance interactive et après on va parler d'entraînement et des petites autres conclusions, d'accord? Vous me suivez toujours? C'est toujours là? Oui. Ok, super. Donc, diététique et alimentation pour restaurer et optimiser nos fonctions métaboliques. Alors, à chaque fois que je dirais fonction métabolique, j'ai envie qu'on pense à fonction digestive. C'est-à-dire, j'ai mangé de la nourriture aujourd'hui, est-ce que je me sens ballonné? J'aimerais bien que mon corps puisse se débarrasser de ça rapidement. C'est-à-dire, j'ai fait un entraînement aujourd'hui, est-ce que j'ai brûlé une quantité suffisante de calories ou bien est-ce que j'ai brûlé une quantité super minimale de calories? C'est-à-dire, j'ai commencé une diète aujourd'hui, est-ce que ma transformation est lente ou rapide? C'est tout ce que le métabolisme y fait. Donc moi, lorsque j'apprends aux gens à perdre du poids, je n'attaque pas directement le sujet de la perte de poids, j'attaque tout simplement ce qui permet vraiment au corps de perdre du poids, ce qui est le métabolisme. Du coup, c'est un petit peu comme ça que j'apprends la nutrition à mes clients. C'est pas trop une fonction de restreindre ou de limiter les nourritures pour que le corps soit dans ce déficit calorique, mais j'aime plutôt équiper le corps pour que le métabolisme fasse son travail. Et la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est que avec le train de vie que les personnes ont, si vous avez un travail, si vous avez des enfants et une famille, vous êtes déjà super actif. Et le fait de faire un déficit calorique, je dis pas que ça va pas marcher. C'est toujours la meilleure manière, la plus confirmée qui existe. Mais déficit calorique dit manger moins dit avoir faim, qui dit aussi moins d'énergie. Et avoir faim, avoir moins d'énergie avec le train de vie métro boulot dodo classique, ça marche juste pas. C'est pour ça en fait que j'aime bien toujours approcher les choses avec une perspective de restauration et d'optimisation. Alors la première chose que j'aime bien, c'est ce qui nous amène avec l'erreur que les gens font en termes de diète, c'est le fait de directement tout éliminer, de passer de 100% de nourriture à 20%. Mais encore une fois, ça marche parce que c'est un déficit calorique, c'est ce dont notre corps a besoin pour changer. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, on va manquer d'énergie pour subvenir aux besoins quotidiens. D'accord? On commence une diète, c'est le premier jour, yes, on est super motivé, ça marche, on perd du poids.
une semaine, 2 semaines, on commence à en avoir marre parce qu'on est fatigué, on a faim. Et après une longue journée au travail, avec beaucoup de stress, on ouvre le frigo, on voit la bouteille de vin, on rechute et on remange tout. C'est ce que ça crée en fait les diètes où on fait des crashs, où on descend super en bas. Le fait de directement tout éliminer aussi, ça crée des lacunes nutritionnelles qui ralentissent les fonctions vitales, hormonales et métaboliques, encore une fois. Du coup, c'est une solution court terme qui provoque soit un plateau, soit vous perdez du poids, soit vous arrêtez, vous n'arrivez jamais à votre objectif, soit vous perdez du poids et vous rebondissez jusqu'au départ parce que soit vous perdez vos habitudes, vous retournez aux habitudes d'auparavant, soit c'est tout simplement le corps qui se dit non, je me sens pas bien, je sens que tu prends pas bien soin de moi, je préfère retenir ce que tu m'as pris. D'accord ? La deuxième erreur, c'est le fait de soit ils éliminent tout, soit c'est un aliment spécifique qu'ils éliminent. Du coup, la plupart du temps, c'est soit les glucides, soit les lipides, soit c'est les sucres. Il y a des gens qui éliminent les produits animaux. Il y a toujours un certain groupe d'aliments. Et moi, je suis du genre à me dire... Bonsoir. Et moi, je suis du genre à me dire... les diètes où on élimine des groupes d'aliments, ça marche, encore une fois ça marche, parce qu'on élimine quelque chose, ça crée un déficit calorique, ça peut nous faire perdre du poids, mais encore une fois avec le train de vie qu'on a, si par exemple on commence une diète où on mange 0 glucides, pas de glucides du tout, alors que tous les samedis c'est apéro chez Clément, il nous sert de bonnes choses, on va faire quoi? On va se dire non je mange pas ça parce que je suis sur ma diète. Du coup encore une fois ça marche les premières semaines, on va se dire oui je tiens, j'ai la discipline, mais après 2 mois, en plus c'est le printemps, c'est ça? Ouais, d'accord. J'étais pas sûr. C'est le printemps. Il va s'amener avec de nouveaux menus, j'en suis sûr. On va se dire, ok, je vais pas tenter ces nouveaux menus parce que je suis sur cette diète 0 glucides. Du coup, c'est une solution court terme qui peut durer sur le long terme, mais au prix de quelques sacrifices. Ces sacrifices-là qui, dépendant de votre sens de discipline, peut toujours vous permettre de maintenir vos résultats ou bien ça va vous faire rebondir, ce qui n'est pas bien, d'accord? Donc, une diète d'élimination est quelque chose pour laquelle il faut préparer le corps, c'est ça la vérité. Je ne dis pas qu'une diète d'élimination c'est une mauvaise chose, mais c'est toujours mieux d'essayer de, comme je l'avais dit tout à l'heure, combler les lacunes d'abord, d'accord? Et de préparer le corps. Une diète, avec mes clients personnellement, je commencerai à aborder le sujet des diètes et d'élimination si vraiment je vois qu'il n'y a vraiment rien qui marche en termes de manger normalement. C'est un cas de dernier recours pour moi personnellement, d'accord? Et c'est pour ça que je commence toujours par la phase de restauration, manger normalement. Et la manière dont j'apprends ça à mes clients et dont j'illustre l'importance d'équiper le corps, c'est un petit peu d'expliquer le concept de la voiture. Donc si on conduit notre voiture de Pékin à Guangzhou, on va avoir besoin de fuel. C'est bien évident, sinon la voiture elle bouge pas. Et du coup c'est un petit peu comme ça en fait notre vie de tous les jours. On se réveille le matin, on prépare le petit déjeuner, on va au travail, c'est soit un travail assis, c'est soit un travail debout, on interagit avec plein de gens, on retourne du travail, on s'entraîne. C'est tout un voyage de Pékin à Guangzhou aussi pour lequel c'est important de toujours donner le corps assez d'énergie, d'accord? Si durant notre voyage on rencontre, je sais pas, des pannes ou des accidents, c'est essentiel de remplacer ces équipements-là. Du coup, c'est un petit peu la même chose pour le corps, d'accord? Il a toujours un besoin de se recharger. Là, tout de suite, on ne s'en rend pas compte, mais dans nos corps, il y a un processus de renouvellement cellulaire qui se passe tout le temps, là, tout de suite. Et puisqu'on est super actif, puisqu'on fait des entraînements, puisqu'on veut construire du tissu additionnel pour se transformer, on se dit un petit peu que les demandes augmentent, d'accord? Donc ça nous dit déjà un petit peu, c'est important d'équiper le corps à chaque fois, d'accord? Et ce qui nous amène à ma petite conclusion, c'est que la nourriture est un allié pour nos plus gros objectifs et donc quelque chose dont il faut se défaire ou éviter ou restreindre. Mon objectif avec mon séminaire d'aujourd'hui, c'est de vous apprendre à vraiment ne plus avoir peur de la nourriture, ne pas catégoriser une nourriture quelconque comme étant mauvaise ou bonne, à éviter ou à restreindre, mais j'ai surtout envie que tout le monde, après aujourd'hui, se dise voici toutes les nourritures qui existent, je sais comment m'en servir, peu importe le groupe. C'est un petit peu l'objectif que j'ai aujourd'hui. Donc,
En commençant par le groupe d'aliments le plus important qui sont les protéines. C'est un aliment qui nous aide à la reconstruction interne et externe. Donc on a les steaks, le poulet, canard, yaourt grec, thon et tofu. La liste est beaucoup plus longue, mais c'est une petite liste de mes favoris, d'accord? Alors les protéines, quand j'en parle, la plupart de mes clients ils pensent que c'est juste pour le muscle, c'est juste pour le bodybuilding, alors que ça fait beaucoup plus de choses que ça. À commencer par préserver nos articulations, la santé de nos os, l'élasticité de la peau, cheveux, surtout chez personnes d'âge mûr. Une des causes les plus communes de l'ostéoporose lorsqu'on commence à vieillir, surtout avec la période de la ménopause et tout ça, la plupart du temps, il y a toujours beaucoup de facteurs, mais un manque de protéines et un manque de fibres et de calcium, la plupart du temps, c'est toujours la petite raison. Lorsqu'on regarde notre corps, c'est fait de protéines. Nos ongles, nos os, nos cheveux, tout ça, notre peau, c'est protéines. Du coup, c'est un petit peu l'importance des protéines dans notre diète. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, notre corps est dans un constant processus de reconstruction cellulaire. Du coup, c'est toujours important de se dire, dès que je trouve des protéines, il faut que je priorise ça. Ce que les protéines font aussi, c'est de contrôler les hormones de faim. Donc si on fait une diète, si on restricte tout et si on a super faim, manger plus de protéines, ça va résoudre nos problèmes. Ce que les protéines font aussi, c'est que ça fait brûler plus de calories durant la digestion. C'est assez cool quand on y pense parce que le fait de manger plus de protéines, ça fait brûler des calories à notre corps, tout simplement via la digestion. Donc, si on veut perdre du poids, brûler plus de calories pour perdre du poids, manger plus de protéines, ça aide un tout petit peu. Bon, ça ne veut pas dire que c'est vraiment l'outil magique. La dernière fois que je me suis renseigné, c'était 0,5 à 5% plus de calories. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait quelque chose quand on regarde. Et après, les protéines, c'est le seul aliment qui ne se stocke pas sous nos tissus adipeux, mais qui s'ajoute toujours à notre masse musculaire. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui a super faim, et ça c'est un conseil que je donne à mes clients, si tu as tout le temps des fringales, si tu as tout le temps faim, si tu as un appétit d'ours, mange de la viande. Au moins, si vraiment tu abuses, ça ne se stockera pas sous forme de gras. C'est un petit peu l'astuce magique pour les gens qui ont un gros appétit. Et d'ailleurs, en parlant de trop manger de protéines, la plupart du temps, c'est assez impossible parce que c'est juste difficile à manger. Si on met une assiette de spaghettis de 200 grammes là, et une assiette de steak ou de blanc de poulet de 200 grammes, ça va être beaucoup plus facile de dégommer l'assiette de spaghettis par rapport à l'assiette de poulet. C'est parce que les protéines sont naturellement difficiles. Et c'est pour ça en fait que ça brûle plus de calories, tout simplement par la digestion. D'accord? Donc, c'est un petit aliment magique quand on y pense. Après, on a le deuxième groupe. Les aliments riches en lipides, c'est ce qu'on appelle les gras. On va juste dire ça. On a les avocats, les noix, les œufs, olives, grains de chia, saumon. C'est des aliments assez importants parce que notre corps, c'est des aliments essentiels. C'est-à-dire, c'est des aliments qui aident vraiment aux fonctions vitales de notre corps et que notre corps ne produit pas. En parlant de fonctions vitales, consommer assez de lipides, ça aide à la santé cardiovasculaire et cognitive. Donc, c'est surtout le cholestérol qui fait ça. Si on consomme les bonnes sources de lipides, on peut peut-être espérer avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires ou de tension artérielle lorsqu'on mûrira. Ça crée les bons cholestérols qui aident à produire des hormones. Encore une fois, c'est le sujet des hormones. La plupart du temps, la raison pour laquelle nous ne perdons pas de gras, c'est parce que le corps ne produit pas les hormones qui motivent le corps à perdre du gras. Et c'est parce qu'on ne consomme pas assez de lipides. C'est un petit peu comme ça. C'est une source d'énergie primaire pour activité d'endurance. Là, tu fais de la randonnée déjà? De la course. Course, d'accord. Ouais. Donc la randonnée, course peut-être à allure modérée. Course à allure modérée, marche à allure rapide, c'est la source d'énergie que notre corps utilise pour ses activités, c'est les lipides. Et après, on a aussi les oméga 3 qui ont été démontrés comme étant utiles en termes de santé mentale. Donc, si on a des petits problèmes, je sais pas, de dépression ou bien juste des petits challenges émotionnels, le fait de consommer des oméga 3 qui sont localisés dans les saumons, ça peut un petit peu aider. D'accord? Du coup, là, jusqu'ici, on va voir un petit peu de quelle manière, si on est vraiment au courant et si on regarde bien le pouvoir de la nourriture
le pouvoir que ça fait de manger les bonnes sources de nutriments pour nos objectifs. D'accord? Après, on va passer par le troisième groupe qui est les fruits et les légumes. Ça, c'est quelque chose de super négligé et de super sous-estimé, alors qu'ils améliorent les fonctions digestives et ajoutent du volume à nos repas. Les fonctions digestives, c'est quoi? C'est le fait de... Si on sait déjà combien et qu'est-ce qu'il faut manger, par exemple les protéines et les lipides, mais si nos fonctions digestives ne sont pas bien occupées, cette nourriture elle va rester là. Le corps il va avoir des problèmes de constipation, de ballonnement, peut-être de diarrhée, et le corps ne va pas savoir comment utiliser cette nourriture et la transformer en nutriments. Si on manque de fibres qui viennent la plupart du temps de brocolis, d'épinards, de tomates, de pommes et de bananes. Donc super utile. D'accord ? Le dernier groupe d'aliments, ce sont les glucides. Les gens ont super peur des glucides. Ils se disent que c'est la source principale de leurs problèmes de poids. Je ne vais pas dire que c'est faux, je ne vais pas dire que c'est vrai, mais je vais juste donner des informations additionnelles sur de quelle manière les glucides peuvent aider si on choisit les bons glucides. Et voilà en fait la réponse. Ce n'est pas nécessairement une question de tous les glucides sont nocifs. Il y a certains groupes qui sont juste un petit peu moins utiles par rapport aux autres, et les autres ce sont les riz, les pâtes, le quinoa, le couscous, les patates, les avoines. D'accord ? Et ce que j'aime particulièrement à propos des glucides, surtout dans la vie de quelqu'un qui est super occupé, c'est qu'il régularise les hormones de stress. Quelqu'un a déjà entendu parler du cortisol ? D'accord. Donc, j'imagine que vous savez très bien que à chaque fois qu'on s'active, à chaque fois que quelque chose se passe et à chaque fois qu'on réagit à quelque chose, il y a toujours cette montée de cortisol, d'accord ? Moi, là, actuellement, j'essaie de penser super rapidement, j'essaie d'être aussi efficace que possible. Je suis en train d'amplifier mes productions de cortisol. Si quelque chose se passe au boulot, si vous recevez un email assez compromettant de votre collègue ou de votre patron, cortisol. Lorsqu'on va à la salle de sport, lorsqu'on fait un entraînement où on pousse notre corps sur des sensations qui sont un petit peu pas confortables, c'est le cortisol. En gros, le cortisol, c'est bien. Parce que ça aide. Si j'avais pas de cortisol, je pense que je me serais déjà évanoui. Pour faire super simple. Si par exemple une araignée tombe du plafond et on n'aurait pas pu réagir. Du coup, c'est assez important. Mais le problème, lorsqu'on a un train de vie super actif, trop actif, lorsqu'il y a trop de choses auxquelles on pense et lorsqu'il y a trop de choses auxquelles on doit donner notre énergie chaque jour, et qu'en plus de ça, on ne dort pas bien, et qu'en plus de ça, on ne prend pas bien soin de nous, et qu'on n'a jamais de... Comment dire ça ? On ne priorise pas cet aspect de notre bien-être mental, le cortisol reste en haut, et ce que ça fait, c'est que maintenant, ça va aussi avoir une influence négative sur notre sommeil. Du coup, c'est un petit cycle en fait, c'est un cycle assez dangereux. Ça va avoir une influence négative sur notre digestion, une influence négative sur notre capacité à produire de la testostérone, qui est une hormone pour la construction musculaire et la perte de gras. Ça va avoir aussi une influence amplificatrice, si ça se dit, sur notre risque et aussi notre risque de retenir du gras autour du ventre. Donc moi, lorsque je vois quelqu'un qui est assez ok, qui est genre normal sur le niveau de leur corps, mais qui a beaucoup de graisse abdominale, c'est cortisol. La plupart du temps. Soit c'est cortisol, soit ils ont des problèmes d'insuline, soit ils ont des problèmes d'estomac. Ils ont peut-être des petits désordres digestifs, mais la plupart du temps, régler les cortisols, ça peut régler beaucoup de problèmes. Et le fait de consommer des glucides, ça agit un petit peu en tant qu'antagoniste du cortisol. D'accord ? Ça stabilise la glycémie et l'appétit. La glycémie, c'est le taux de sang qu'il y a dans le taux de sucre qu'il y a dans notre sang. Avec moins de glucides, zéro glucides, notre glycémie descend super bas. Avec une quantité normale de glucides, notre glycémie sera aussi normale et ça stabilisera l'appétit en effet secondaire. Du coup, si vous avez super faim lorsque vous rentrez du boulot le soir, la plupart du temps, c'est à cause de ça. C'est à cause d'un manque de glucides durant la journée. Optimisation de la thyroïde. On sait très bien que lorsqu'on mûrit, lorsque notre corps va vers les tranches d'âge de 40, 50, 60 ans, la thyroïde, qui est la glande qui produit des hormones, encore une fois, hormones, vous voyez un petit peu le sujet, elle commence à ralentir. Et les glucides, ça aide un petit peu à régulariser ça.
d'accord? Ça aide un petit peu. Donc, c'est pas une potion magique, mais ça aide en termes de donner les petits coups de pouce de temps en temps, d'accord? Et si vous faites de la course à pied, je sais pas, intensif ou autre chose, si vous faites du crossfit, Clément, il va au F45, où je l'ai coaché il y a pas longtemps, c'est surtout les glucides qui aident avec ça, d'accord? Donc, la notion la très importante que j'aime bien toujours apprendre, c'est que durant la phase de restauration, durant tout un mois, 80% de notre alimentation mensuelle doit présenter une combinaison de glucides, lipides, protéines, fruits et légumes. Ça paraît assez simple quand on y pense, mais de mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. Et je dis 80% parce que on est des personnes normales, d'accord? Il y a les 20% qui restent. Et moi, j'aime bien préconiser une flexibilité stratégique. C'est là où on parle un petit peu on ne va pas éliminer ou abandonner les apéros, on ne va pas arrêter de voir nos amis tous les dimanches. Moi, j'aime bien, lorsque je commence à travailler avec un client, la plupart du temps, je leur demande, c'est quoi tes petits moments, tes petits moments de plaisir avec la famille, avec ton époux, ton épouse. Il faut qu'on intègre ça dans ton plan. Et la raison pour laquelle j'aime bien faire ça, c'est que on évite déjà de créer cette frustration par rapport au programme. Parce que la réalité, c'est que si vous faites un programme, et si le programme vous empêche de passer du temps à votre famille, vous n'allez pas aimer ce programme. Vous allez devenir faim, ok, vous avez perdu du poids, mais au prix de quoi? Au prix de votre qualité de vie avec votre famille. Du coup, moi, j'aime bien intégrer ces choses. Et il y a plusieurs cas, vraiment, c'est très personnalisé, mais les cas les plus souvent que je vois, c'est lorsque quelqu'un se prépare pour aller vers un gros dîner, d'accord? Du coup, il suffit juste de faire de la place pour un gros repas dans la soirée. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez un gros repas et peut-être de l'alcool ce soir, et si on sait très bien que en termes de gain ou perte de poids, c'est surtout une histoire de contrôle de quantité de nourriture, la solution la plus logique, c'est de contrôler la quantité de nourriture durant la matinée pour qu'on ait plus d'espace le soir. Du coup, ça aurait été un conseil qui pourrait s'appliquer pour notre dîner d'aujourd'hui. Sauf que le dîner d'aujourd'hui, c'est pas comme si on allait rendre super riche. Sauf si vous allez vous servir après. Ça, c'est une autre discussion. Mais en gros, c'est un petit peu les choses qu'on peut faire. En gros, en fait, disons-nous que de lundi à vendredi, pour faire super simple, de lundi à vendredi, on est clean, on applique les concepts de la restauration. Et de samedi à dimanche, c'est là où on se libère et c'est là où on applique une de ces règles-là. Si vous savez que vous allez boire de l'alcool, moi, mon système, le meilleur système que j'ai, c'est... Moi, je ne dis pas aux gens d'arrêter de boire parce que c'est impossible. L'alcool, qu'on le veuille ou non, c'est ils sont d'une part très indéniables de notre vie. Du coup, moi je suis du genre à me dire, si on ne peut pas les vaincre, il faut les rejoindre. Donc, si vous êtes du genre à trop boire et si vous savez que vous terminez toujours une grosse bouteille à chaque fois, le système le plus facile, c'est à chaque fois que vous terminez un verre de vin ou bien une verre, vous prenez de l'eau et vous vous gavez d'eau. Entre verres. Vous allez voir, ça va vous aider à beaucoup moins boire. Et si en dépit de cette astuce, vous buvez toujours trop, au moins le fait d'avoir de l'eau dans votre système vous aidera à ne pas trop vous sentir avoir la gueule de bois le lendemain. Du coup, ça aide un petit peu, d'accord? Cas numéro 3, c'est d'avoir des intervalles entre les jours où vous buvez. On veut être flexible, oui, mais il faut quand même ne pas abuser. C'est-à-dire, si vous buvez aujourd'hui, essayez de ne rien faire du tout le lendemain, avoir au moins un intervalle pour donner du temps à votre corps de se restabiliser avant de l'intoxiquer encore. Parce que c'est tout ce qu'on fait quand on boit. C'est un poison, ça alerte beaucoup de systèmes du corps, ça ralentit le métabolisme, encore une fois. Le métabolisme, ça fait aussi cracher les hormones. Maintenant, notre corps a beaucoup plus de raisons de retenir du poids et de retenir de l'eau plutôt que de le perdre. C'est tout ce que l'alcool fait. Du coup, c'est mieux de construire des systèmes. D'accord? Cas numéro 4, cuisinez vous-même vos repas préférés au lieu de commander. C'est une astuce super simple qui aide beaucoup parce qu'on ne sait jamais en fait les calories additionnelles, les sauces additionnelles que les gens mettent dans les repas que vous commandez, alors que si vous recherchez la recette vous-même et si vous essayez de trouver vous-même vos petits remplacements, vous pourrez créer quelque chose de flexible et aussi quelque chose de sain, quelque chose avec moins de calories. Cas numéro 5, mangez librement mais en contrôlant
Non, ça c'est une erreur. En contrôlant vos portions à chaque repas, excusez-moi. Les contrôles de portions, on va en parler très bientôt. Mais voilà, en gros, 80%, on fait attention, 20%, on se fait plaisir, mais d'une manière stratégique. Et voici les bénéfices de commencer une diète avec cette approche. Ça va éviter les épisodes de faim ou des fringales parce que maintenant, votre corps a tout le carburant dont il a besoin. Ça va l'éviter de crier famine. Ça va éviter de vous forcer à manger beaucoup de, je sais pas, du chocolat. Je sais pas, chacun a ses petits vices, d'accord. La plupart du temps, lorsqu'on a de grosses fringales, la nuit, c'est toujours à cause du manque de quelque chose. Ça peut être différents types de manques. Ça peut être un manque émotionnel. Des fois, ça peut être un manque d'activité. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien à faire. Des fois, on est à la maison. Ça peut être un manque de compagnie. Mais quelque chose que je sais aussi, c'est que c'est un manque nutritionnel. C'est pour ça, encore une fois, que combler les lacunes, c'est super important. Parce que le simple fait de manger une quantité optimale de glucides, une quantité optimale de protéines, une quantité optimale de végétaux, ça va régler ce problème. Du coup, maintenant vous avez bien mangé, vous n'allez pas avoir de fringales. La deuxième raison pour laquelle j'aime bien cette approche, c'est parce qu'elle optimise nos niveaux d'énergie psychologique et physique. D'accord ? Donc, si on est super actif, si on fait beaucoup de sport, on va avoir beaucoup d'énergie pour faire plus de sport. Notre récupération va être beaucoup plus optimale. On va avoir moins de risque de se blesser. On va pouvoir brûler plus de calories que d'habitude. Du coup, c'est un super cycle qui est positif. Si on s'y met bien, d'accord, le corps aura les ressources nécessaires pour les fonctions vitales et métaboliques. Encore une fois, on revient au métabolisme. La plupart du temps, de ma pratique, je dirais 75% du temps, les raisons pour lesquelles les gens ne se transforment pas, c'est parce que le corps n'a pas assez de ressources. C'est parce qu'il n'y a pas assez de fuel. C'est parce que on s'est empressé de retirer les ressources au lieu de rajouter aux ressources qui nous manquaient. D'accord ? Et vous pourrez faire une diète tout en gardant vos aliments préférés ou usuels. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, en fait, il vous suffit tout simplement d'aller sur, je sais pas, vous utilisez ChatGPT ? D'accord, bienvenue en 2024. ChatGPT, après il y a DeepSeek aussi, je sais pas si vous utilisez les deux ? Les deux. Ah ouais, vous y allez fort. Ça dépend. Ouais. C'est quoi la différence ? C'est pareil. Encore. C'est le chinois. C'est chinois. Chinois. Ouais, carrément. Ouais, j'entends beaucoup de gens faire des commentaires, mais j'aime bien utiliser en fait pour la recherche d'informations. Du coup, ce que vous pouvez faire après ce séminaire, vous ouvrez votre intelligence artificielle et vous lui dites: voici mes préférences en termes de nourriture. J'aime bien ceci, j'aime bien cela, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. À quel groupe de nourriture est-ce qu'ils appartiennent ? Juste pour que vous voyez si cette nourriture a des protéines, des glucides, des lipides ou des fibres. Et après, si vous pourrez voir en fait, parce que c'est ce qui se passe, chaque groupe appartient au moins à une catégorie. Du coup, avec ces listes-là, vous pourrez commencer à construire vous-même votre petit plan alimentaire qui inclut les aliments que vous aimez bien. Est-ce que vous pouvez demander à ChatGPT aussi, c'est quelque chose comme quoi, j'ai envie d'optimiser ça, est-ce que tu peux ajouter beaucoup plus de nutriments et beaucoup plus de vitamines avec des aliments beaucoup plus riches? Et après, vous aurez un plan alimentaire riche, flexible, propre à vous, qui ne vous forcera pas de restreindre quoi que ce soit. Du coup, c'est assez cool, d'accord? Et ça va nous donner une perte de poids soutenable sur le long terme. C'est pas sexy. Ça, la plupart du temps, la perte de poids va être un petit peu lente. Mais la perte de poids va être soutenable, elle va rester. Et c'est ça l'aspect très important. La plupart du temps, les gens que j'aide, ou bien des gens avec qui j'ai des conversations, c'est des gens qui veulent perdre du poids hier. Du coup, ils veulent vraiment y aller super fort en termes de diète. Donc, ok, vous allez faire le déficit calorique, les entraînements. Les 10 kilos vont peut-être partir en 2 mois, mais après ça, il va y avoir un prix à payer. Et c'est le prix de la faim, de la fatigue, c'est le prix du crash métabolique. Du coup, on va reprendre ça. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas de gloire à perdre du poids si vous garantissez de le regagner. La vraie gloire, c'est d'y aller super lentement, super progressivement et de s'assurer que ça reste long terme sans pour autant trop se forcer, sans pour autant compromettre notre vie privée. D'accord ? Donc,
On va faire une petite session interactive parce que après cette section-là, on va parler de combien manger, d'accord? Donc, ce que j'ai envie de faire, vite fait, juste pour voir un peu si on a bien assimilé et pour qu'on retienne aussi un petit peu les informations de tout à l'heure, on va essayer de créer ensemble notre déjeuner de demain, minimum 2 groupes d'aliments, maximum 4 groupes d'aliments. Donc, comme je l'avais dit, voici les différents groupes. On a les glucides, les protéines, les lipides, les fruits et les légumes. Donc, si moi, par exemple, je veux me créer mon petit repas, je vais prendre, disons, du riz pour les glucides, je vais prendre du poulet pour mes protéines, je vais cuisiner ça avec de l'huile d'olive pour mes lipides et je vais ajouter des asperges, super classique, d'accord? Juste 5 à 10 minutes, est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire pour essayer vite fait? Bah, minimum 2, alors des pâtes au saumon. Super. Ouais, voilà. On la met dans quoi? Dans quelle colonne? La crème, je dirais, c'est les lipides. C'est dans les lipides, ouais. Donc si on met... Avec un peu de brocoli. Ouais, le brocoli, c'est pas mal. Pâtes au saumon et brocoli. Voilà. Moi j'aime bien ça, ouais. Ouais, voilà. C'est un classique, ça. Et là, vous disiez? Si on rajoute de la crème fraîche, ça fait 2 lipides, donc c'est pas bon. Ouais. Justement, ce que j'aime bien, c'est un élément par groupe. Ouais, un élément par groupe. Du coup, oui, elle a dit pâtes, spaghettis, saumon avec crème. C'est parfait. C'est ça. Voilà, si c'est la crème 0%, ça va. Ouais, exactement. On nous dit qu'il faut On est français, on aime bien la crème. On nous dit qu'il faut... Oui. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes. On n'est pas obligé de mettre un seul légume, on peut en mettre... C'est Ouais. quelque chose qui est très... Oui, les légumes, c'est assez bas en calories. Les légumes. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Encore une fois, on va bientôt parler des quantités, mais oui, les légumes, c'est clair, on peut y aller beau, on peut en prendre beaucoup parce que c'est très bas en calories. Du coup, on peut vraiment charger notre assiette de ça. Varié surtout. Ouais, varié. Plaisir. Ouais. Donc, si vous êtes du genre à faire carottes, asperges, poivrons, tout ça ensemble, et aussi de bonnes vitamines que vous obtiendrez. Du coup, vous combinez ça avec quelque chose ici et vous avez une bombe. Ouais. 2 questions. L'œuf, il intègre aussi des protéines, n'est-ce pas? Ouais. Super constat. Une deuxième question, c'est de l'avocat avec de l'huile d'olive, est-ce que c'est bon? Oui, c'est ce que je fais. Je mets toujours de l'huile d'olive sur l'avocat. Oui, moi, comment dire ça? J'écrabouille. On mange 10 avocats avec un litre d'huile. Non, bien sûr. Ouais. La Un vinaigrette, demi-avocat aspergé d'huile d'olive comme ça. Ouais, l'avocat, moi, comment dire ça? J'écrabouille, je fais mon petit guacamole. Oui. C'est ça qu'on a? Ouais. Après, j'ajoute de l'huile d'olive. Ouais, ça marche. C'est une super source de lipides. Et les vinaigrettes alors? Ouais. Le vinaigre, Il va y avoir du vinaigre. c'est... Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas que ça entre dans je dirais un lipide, mais je dirais pas un lipide avec une grosse quantité de calories auquel il faudrait faire attention. Ouais. Par contre, en termes de vinaigrette, le soja, la sauce soja, je sais que les produits faits avec du soja sont pas trop ce que notre corps préfère pour la santé hormonale. Du coup, je dirais juste qu'il faut un petit peu, voilà, je dirais juste qu'il faut faire attention. Mais les vinaigrettes, Ça en Chine donc. ouais. J'allais dire, alors il ne faut pas manger trop de plats chinois, alors c'est ça? Parce que, Il y a de la pâtisserie. Mais Plus, l'ajout de vinaigre, Justement, j'allais parler du vinaigre de cidre, vous connaissez? oui, bien sûr. Ouais, c'est un super jus pour l'estomac. Du coup, le vinaigre, en fait, c'est dans plusieurs cas, c'est jus de pomme. Oui. Ma vinaigrette, c'est de l'huile d'olive et du citron. Ouais. Quelqu'un d'autre veut essayer? Michel? 2 à 3 groupes. On peut mettre Stéphane? Du riz, du poulet, du brocoli. Ça marche. Classique. Bon, je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a un petit peu assimilé glucides, protéines, lipides, fruits et légumes. Et justement, il y a quelque chose une bonne question tout à l'heure, quelque chose que j'ai oublié de clarifier, c'est que certains de ces aliments sont polyvalents. C'est-à-dire, oui, par exemple, on a les œufs, c'est aussi des protéines. On a le saumon, c'est aussi une protéine. si on mange des œufs durs, par exemple, on remplit et protéines et lipides. Voilà. 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 On a le
quinoa qui a aussi des bonnes valeurs en termes de fibres. Le quinoa et le pois chiche. Pois chiche, c'est une protéine. Ça fait péter. Ouais. Les protéines en général, c'est ce que ça fait. Justement, si vous commencez, si après aujourd'hui vous allez appliquer quoi que ce soit et que vous allez commencer à vraiment être un petit peu plus sérieux en termes de protéines, vous allez remarquer que vous allez avoir des gaz. Et durant la première semaine, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre corps s'ajuste. Mais si ça dure sur plusieurs semaines, c'est soit un manque de fibres, du coup, il faudra regarder les fruits et les légumes. C'est soit c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est soit c'est vraiment quelque chose avec l'estomac qu'il faudra consulter. Ouais. Mais ce tableau, il est très bien, il est magnifique, mais c'est vrai qu'en mangeant chinois, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et justement, c'est pour ça que je rends les choses flexibles. Chinois ou on te prépare? Moi, par exemple, je travaille dans une école, j'ai la cantine à midi. C'est ça. Ouais. Donc, ça- Je vais leur donner le tableau, mais à mon avis, c'est Ouais, moi je dirais la nourriture chinoise. Il y a un certain type de C'est pas de la nourriture qui est ok. gastronomie, je veux dire, par exemple, Il y a un certain groupe de nourriture qui est ok. Bon, je veux dire, et ils font leur. C'est quoi leur spécialité? Les omelettes avec les tomates. C'est pas trop par mal. exemple, les tomates œufs, Oui, c'est pas trop mal. ouais, mais c'est sucré. Alors, C'est sucré. comment ça se fait que c'est sucré? Voilà, c'est à cause du soja. Je pense qu'ils cuisinent pas ça avec du soja. C'est ça, ils Ouais. Non, mais ils rajoutent des choses dedans. Et c'est beaucoup des plats en sauce. La sauce, moi, des fois, je préfère même pas savoir ce que c'est. Oui, c'est la sauce qui est assez. Sauce, Il y a un sodium. problème avec, je sais plus quel épaississant qui est mauvais pour les reins en plus. Et c'est pour ça en fait que c'est pour ça que j'aime bien mettre les 20% parce que c'est dans les 20% que ça va aller ce genre de choses. Et les 80%, il faut juste essayer en fait. Il faut juste vraiment essayer de soit en cuisine, soit on va dans des coins western pour faire notre nourriture. Et Ou le Tupperware de la maison. Le reste de la maison. Moi, je me fais ma gamelle tous les jours. Hein, chez moi. Moi, de plus en plus. Parce que De temps en temps. c'est très pratique. C'est pratique. Ouais. C'est maison à maison. Oui, pour chinois, ma petite amie est chinoise, du coup, on fait ça je dirais 2 fois par semaine. Et on va au pot chauffant, on va au hot pot, on va au barbecue. Et c'est surtout une question de quantité. Justement, on va parler de la quantité. Vous allez comprendre que des fois, si vous n'êtes pas vraiment capable de maîtriser la qualité, il faudra jouer super fort en termes de quantité. Voilà. Parce que c'est vraiment ça en fait les petites règles de la santé et aussi de la perte du gain de poids. Vous pouvez manger McDonald's tous les jours, mais si vous vous limitez à un burger, c'est vraiment pour faire super simple, vous allez perdre du poids. Ceci dit, le McDo, c'est pas le truc le plus sain. Ouais, donc vous allez perdre du poids, mais à l'intérieur, il va y avoir des petits traitements. Vous pourrez manger tous les trucs qu'il y a sur cette liste tous les jours, mais trop en manger, abuser. Ce qui d'ailleurs, je vois tout le temps, vous allez gagner du poids la plupart du temps. D'accord? Donc, c'est bon, c'est un petit peu, on est sur la même longueur d'onde, vous savez un petit peu. Une petite question Oui. au sujet du fromage. Hein? Donc là, tu as marqué fromage feta. Ouais. Est-ce qu'on peut également intégrer tout autre type de fromage? Ouais, il y a j'aime bien le parmesan. Il y a aussi le fromage comment on appelle ça, fromage de cottage. Ouais. Cottage cheese, ouais, j'aime bien ça. La burrata, Burrata. Faut plus, Leïla. Moi, j'ai fait un truc parce que ça se digère difficilement le fromage. C'est que maintenant, c'est mon petit déj, c'est une tranche de pain céréales et fromage. Et j'en mange pas le reste de la journée. Mais d'un autre côté, moi, j'ai un petit problème d'intolérance au lactose. Donc, lipides le matin. Ouais, direct. La burrata, elle est super riche en lipides. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais si tu prends de la burrata le matin, ça peut déjà utiliser beaucoup d'espace. Du coup, il faudra faire très attention sur le reste de la journée. Faut pas en manger, quoi. D'accord. Voilà. Non, parce que là, l'été arrive. Tout le monde va être à l'extérieur, les salades. Avocat burrata, saumon burrata. Non, mais après. Ouais, avocat burrata. Avocat burrata plus huile d'olive, ça c'est boum.
Mais justement, c'est pour ça, vous avez vu le règlement tout à l'heure, il faut essayer de combiner et de varier entre les différents aliments. C'est futé d'essayer de vraiment maximiser sur les olives, mais on va voir d'ici peu combien exactement il faudrait que vous mangez chaque jour, et après vous allez un petit peu comprendre comment vous devez subdiviser entre les différents aliments. Et les protéines, on est bien d'accord qu'il vaut mieux qu'elles soient barbecue grillées qu'en sauce. Préférablement, ouais. Préférablement. Mais encore une fois, c'est des choses, c'est assez difficile à contrôler, c'est ça la vérité. Donc préférablement, je dirais oui, huile d'olive, air fryer, je dirais barbecue, vraiment, comment dire ça, rôti. Ouais. Est-ce que je peux poser une question Oui. par rapport entre les protéines animales et les protéines végétales? Ouais. Quelle est est-ce qu'il y a une différence? Et quelle est cette différence ici? C'est une super question. Disons qu'on va construire je vais essayer de faire ça super simple. On va essayer de construire une maison. On a le choix entre utiliser du bois et des briques. D'accord? On sait tous que, bon, j'imagine que la brique, elle va tenir plus longtemps s'il y a un séisme, du tsunami ou des catastrophes naturelles, et que si c'est du bois, ça risque de bouger beaucoup et de s'effondrer plus rapidement. Donc, en termes de construction de corps et en termes de maintien de corps, c'est un petit peu ce qui se passe avec les protéines animales et végétales. Les protéines végétales sont bonnes, mais si on veut vraiment, surtout si on veut aller à fond sur santé physique et transformation physique, ça va pas être... Il y a quelque chose qui s'appelle les acides aminés. Du coup, le profil d'acides aminés des protéines végétales n'est pas complet par rapport aux protéines animales, alors que les acides aminés, c'est un peu ce qui stimule vraiment le corps à construire du muscle. Donc, je dirais... Si vous êtes du genre à avoir des objectifs physiques précis, si vous voulez, je sais pas, faire un marathon, faire du bodybuilding, les choses vraiment précises physiques, les protéines animales sont nettement plus optimales. Par contre, si vous voulez juste vivre une vie saine et optimiser vos cholestérols, ça optimise beaucoup de marqueurs de manger des végétariens. Ça marche. Il me semblait que, je vois les Indiens, ça fait des millénaires et des millénaires qu'ils sont végétariens, ils assimilent très bien les protéines végétales. Nous, c'est pas notre cas. On les assimile très mal. C'est une question d'habitude, je dirais. C'est une question d'hérédité. Ouais, ça aussi. Oui, notre corps s'habitue à bien assimiler ce qu'il a été toujours habitué à assimiler. Vous avez parlé d'intolérance de lactose tout à l'heure. La plupart du temps, ce que je vois, donc ça peut toujours être beaucoup de raisons. C'est ça aussi le truc avec la nutrition. La plupart du temps, les gens deviennent intolérants à quelque chose parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont arrêté de consommer cette chose pendant super longtemps. Non, c'est depuis tout bébé, mais je le savais pas. Donc ça c'est surtout héréditaire. Parce que je suis la seule de la famille. J'ai pas d'explication, mais c'est pas très grave. Ouais, j'aurais une petite question peut-être après. Je pense que j'ai la réponse. Mais en gros, lorsque vous avez des intolérances, la plupart du temps, c'est vraiment une question de j'ai jamais été habitué à manger ça. Mon corps n'a pas eu les bactéries pour bien s'en charger. Du coup, maintenant je mange, mon corps ne sait pas comment s'y prendre. Donc oui. Bon, un petit peu hors sujet, mais c'est bon, je peux continuer, c'est bon, tout le monde est monsieur encore? Super. La prochaine page, c'était OK. Maintenant qu'on sait quoi manger, il est temps de voir combien manger. Alors, durant les phases de restauration, moi la plupart du temps, j'utilise ces 3 méthodes-là. Peut-être des fois la 4e pour mes clients qui ont du temps et qui aiment bien calculer. Alors il y a 5 différentes méthodes. Il y a le score de satiété, la mesure à la main, la proportion, le calcul à partir de la mensuration et les macros et les calories. Le plus efficace, bien évidemment, c'est les macros et les calories, mais c'est aussi celui qui est le plus casse-tête parce qu'il faut utiliser une application. Il faut toujours cuisiner. C'est facile ces applications. On voit plein de pubs maintenant d'applications, on prend en photo et ça nous dit. On peut s'y fier ce genre C'est une estimation, je dirais, je m'y fierais seulement à 30%. Soit je mesure moi-même ma nourriture, c'est là que je suis sûr de combien j'ai vraiment là, mais la photo, j'ai essayé, parce que je traque la plupart du temps, et les résultats sont super différents entre lorsque je traque ou bien, pardon? Chaque personne est différente et va assimiler différemment. Voilà, c'est ça aussi une chose. C'est aussi une chose. Mais la plupart du temps, c'est, comme j'avais dit, ça requiert beaucoup de temps.
on utilise l'application, on pèse nos repas, on utilise, il y a beaucoup de, paramètres qui entrent dedans. Et j'aime bien garder ça en dernier recours, voilà. Mais j'aime bien jouer avec ces 4 premières-là. Donc, la première est la plus facile, je pense qu'on peut pratiquer là tout de suite, c'est le score de satiété. Donc, parce qu'il y a une chose que la plupart des gens me disent, c'est qu'ils ne savent pas combien manger. Et moi, je leur dis, il y a quelque chose qu'on appelle l'estomac qui nous dit la plupart du temps quand on a faim. L'estomac nous dit aussi lorsqu'on arrête. Comment l'estomac nous dit qu'on a faim, c'est parce qu'on commence à se sentir un petit peu léthargique, nerveux, énervé, et ça fait du bruit, d'accord? Donc notre estomac, en fait, il nous dit à quel état on est. Il nous dit aussi lorsqu'on en a eu assez, lorsqu'on est satisfait. Il nous dit lorsqu'on en a eu trop, parce que l'estomac il commence à sortir, on commence à avoir des ballonnements, on se sent un petit peu qu'on va étouffer. Et la technique la plus facile pour moi, c'est vraiment d'essayer de se donner un petit score. Et ça, c'est pas quelque chose de facile qu'on va réussir à manier là tout de suite. Ça vient avec la répétition. Donc, ce que je peux conseiller, c'est à chaque fois que vous finissez de manger, la méthode la plus facile, c'est à chaque fois que vous terminez 3 bouchées, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donnez-vous 10 secondes. Parce que quelque chose que je sais aussi dans le monde dans lequel on vit, c'est que les gens mangent super rapidement. Ils font la course, ils mangent juste 1 fois et ça y est, ça descend. Et ça, en fait, c'est pas trop productif parce que notre cerveau n'a pas le temps de communiquer à l'estomac que voilà, il y a de la nourriture qui est descendue et c'est maintenant de t'adapter. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on a déjà trop mangé et c'est seulement après 10 minutes qu'on se réalise qu'on est satisfait. Ceci dit, le fait de manger, ça s'appelle mindful, je ne sais pas trop comment dire ça en français, le fait de manger consciencieusement, merci. En pleine conscience. D'accord. Le fait de manger en pleine conscience, ça aide parce que ça donne le temps au cerveau de communiquer à l'estomac. Et quelque chose que j'apprends à mes clients, moi, c'est à chaque 3 bouchées, arrête-toi, donne-toi 5 secondes, tourne-toi ici et là, je sais pas, regarde quelque chose, essaie de te distraire et après tu continues. On a une technique en Chine, c'est manger avec des baguettes. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est difficile. Premièrement, la quantité, elle est moins que dans une fourchette. C'est super difficile. Et non mais c'est vrai, c'est pas con. Hein. Non, ça marche, oui, justement, c'est une bonne solution. Lentement et des plus petites portions. Donc, moi j'en ai vu qui mangeaient. Ah oui, non, mais non. Et ils ont la cuillère et après les baguettes aussi, ça marche. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est une bonne manière de manger lentement. Et tout ce que ça va faire, en fait, ça va vous aider à cultiver votre aptitude. Ça va vous aider à cultiver ce sentiment pour pouvoir mieux vous noter à chaque fois. Ça va peut-être prendre 3 à 5 jours de répétition pour que vraiment vous allez voir, ok, je me sens à 10, je me sens à 13, je me sens à 3. Et l'astuce la plus facile, c'est que si vous voulez perdre du poids, essayez de rester entre 5 et 9. Parce que, calories mises à part, notre corps nous dit carrément lorsqu'on mange trop. C'est ça la réalité. J'ai tout ce dont j'ai besoin, il y a pas besoin. Voilà. Notre corps nous dit aussi lorsqu'on en mange lorsqu'on mange assez et trop, lorsqu'on en mange trop, c'est clair que, bon, d'une certaine manière, on estime que c'est un surplus. Apprendre à mesurer les protéines et tout ça, ça peut aider, c'est une bonne référence. Du coup, ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est combiner cette méthode-là à la première méthode. Donc, vous avez un petit aperçu des quantités et vous vous rappelez un petit peu des scores et ça va déjà ajouter votre efficacité. En plus de ça, si vous ajoutez ça à la 3e méthode qui est la méthode des proportions. Protéines, je pense on sait déjà très bien l'importance des protéines et pourquoi sur 50% de l'assiette, je préconise que des protéines. Les glucides et les légumes, c'est sur 30%. Les lipides, c'est sur 20%. Encore une fois, ça peut toujours être personnalisé en fonction de vos activités. C'est-à-dire, si ça se trouve, vous êtes du genre à faire beaucoup de sport, vraiment faire du sport super intense. Dans ce cas-là, je dirais glucides 50%, protéines 30%. Si vous êtes du genre à... Disons, vous êtes tombé malade, vous avez besoin de support immunitaire, je dirais, il faudrait que les lipides prennent la majorité. Donc ça peut toujours changer, mais ça c'est une référence de base parce qu'aujourd'hui on se focalise surtout sur la perte de poids et la santé physique, donc c'est ça qui marche un petit peu plus. Donc maintenant, on sait de quoi l'assiette devrait avoir l'air. On sait aussi combien sont les portions qu'on devrait avoir sur nos assiettes et on sait un petit peu à quel moment de notre état d'estomac on doit s'arrêter
là on commence vraiment, là on discute, là on commence vraiment à savoir, et aussi on sait déjà quoi manger à chaque fois, et là ça commence à être beaucoup plus efficace. Donc en revenant à ce dont on avait parlé à propos de la nourriture chinoise, et aussi tout simplement à chaque fois que vous mangez quelque chose qui n'est pas trop utile, j'ai pas envie de dire pas sain, parce que c'est la plus, voilà, c'est la vie qui est pas sain. Lorsque vous mangez quelque chose comme ça, il faut juste que vous évitez de trop manger. Donc je dirais, référez-vous au score de satiété et essayez juste de rester vers les 5 et 9, et ça ne va pas vous sauver complètement, mais ça va mitiguer les dégâts. Voilà. Des fois, c'est tout simplement une histoire de mitiguer les dégâts. C'est pour ça que, au lieu de vous conseiller d'arrêter l'alcool, je vous ai tout simplement dit, buvez de l'eau entre vos verres. Parce que l'alcool, c'est difficile d'éviter ça. Lorsque j'ai commencé à coacher pour la première fois, j'étais ce genre de coach super strict, genre non, fais pas ça, faut pas manger ça. J'ai perdu mes clients parce que je m'étais pas rendu compte de combien c'est une partie intégrale de leur vie. Mais avec le temps, j'apprends que, bon, écoute, au final, tu as un train de vie trop actif qui t'utilise trop, et c'est ton petit échappatoire. On le garde, mais travaillons sur toutes les autres choses et essayons de construire un système sur l'alcool. Du coup, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Maintenant, la 4e méthode, là, on commence à faire des petits calculs. Donc, imaginons que M. Dupont soit un homme de 180 cm et son poids idéal, c'est 90 kg. Et je dis poids idéal parce que M. Dupont, en réalité, il pèse 120 kg. Mais c'est important d'avoir une petite référence à propos du poids idéal, parce que ça va nous aider à calculer un petit peu combien il a besoin de protéines, de glucides et de lipides. Donc le poids idéal, pour le calculer, c'est très facile. On retire tout simplement le troisième nombre. Encore une fois, c'est une règle assez simple, mais ça aide, c'est pour une référence. Donc M. Dupont, il devrait être à 90 kg. Moi, par exemple, je fais 1m83. Et du coup, je retire le 1 et mon poids idéal devrait être entre 80 kg, 90. Actuellement, je fais 85 kg. Je dirais que je dirais que physiquement, je m'aime bien comme ça. J'ai pas trop envie de diminuer ou d'augmenter. Donc, on prend le poids idéal, on multiplie ça par 1,8. Normalement, les protéines de base, on multiplie tout simplement le poids idéal par 1. Mais ça, c'est une quantité de protéines de base. C'est vraiment si on allait rester au lit et ne jamais rien faire, et si on n'avait pas d'objectif. Mais M. Dupont, il bouge, M. Dupont, il s'active, M. Dupont, il fait du sport 3 fois par semaine, M. Dupont, il veut construire du muscle. Du coup, il y a une demande additionnelle. Donc, qui dit demande additionnelle, dit aussi besoin d'augmenter l'apport nutritionnel. D'accord? Donc 1,8 à 166 grammes de protéines. Pour les glucides, la petite règle, la petite astuce, c'est poids idéal x 2. Le poids idéal pour les lipides x 1, 90. Et ça, tout ça en fait, c'est pour maintenir le poids de M. Dupont, pour maintenir son poids durant ses jours actifs. D'accord? C'est-à-dire, si M. Dupont veut perdre du poids, moi, ce que je dirais, on augmente les protéines encore plus, on réduit les glucides, on réduit les lipides. Donc, vous voyez, ça se personnalise beaucoup, mais aujourd'hui, on fait un petit peu les choses générales. Et encore une fois, vous pouvez entrer ces petits calculs et faire vos petites modifications en fonction de vos objectifs personnels. Donc maintenant, on va vraiment voir comment combiner et comment créer un plan alimentaire pour M. Dupont avec un objectif de 162 grammes de protéines. Donc, si M. Dupont doit manger... C'est par jour? Oui, par jour. Ah, c'est pas par repas, d'accord. Non, par repas, c'est beaucoup. Jour. Par repas, ce serait super beaucoup. Non, c'est pas assez par jour. Bah non, parce qu'on se disait déjà 162 grammes de protéines, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des steaks à 250 grammes, parce qu'on est mal. C'est justement l'erreur que j'allais dire. 162 grammes de protéines ne veut pas dire 162 grammes de poulet. Parce que ce qui se passe lorsqu'on mange quelque chose, c'est que cette nourriture-là, elle va arriver dans l'estomac, elle va se faire déchiqueter, et il y aura tout simplement un petit pourcentage qui restera et qui sera utilisé. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Une partie du métabolisme, c'est le fait de prendre la nourriture, de se servir de ce qui est utile avec cette nourriture et de jeter aux toilettes ce dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, voilà, oui, exactement. Donc, 200 grammes de blanc de poulet, ça nous donne 60 grammes de protéines. Donc, le calcul super facile, ce serait 200 grammes de poulet le matin,
200 grammes de poulet pour le déjeuner, ça nous fait 120. 200 grammes de poulet le soir, ça nous fait 180. Et voilà, on a un petit peu atteint l'objectif et un petit peu plus. Si vous voulez varier, vous pouvez faire 200 grammes de poulet le matin, 200 grammes de canard à midi, peut-être 200 ou 300, et ajuster en fonction de ça en fait. Donc encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de ChatGPT. Vous lui dites la liste de nourriture dont vous avez besoin. Vous lui demandez aussi carrément, voici mon poids, mes mensurations, combien devraient être mes objectifs de protéines. Est-ce que tu peux me construire quelque chose qui m'aide à atteindre ces objectifs par jour? Et c'est fini. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va construire le plan alimentaire de Monsieur Dupont par jour. Ça requiert des petits calculs et après aussi lorsque vous commencerez à cuisiner, ça requerra que vous pesez de temps en temps, encore une fois 90% du temps pour être plus optimal, mais ce n'est pas nécessaire. Moi personnellement je dirais, si vous maniez tout simplement les 3 premières méthodes, vous serez bien, vous serez sain, vous ne manquerez de rien, vous n'aurez pas de faim et vous réussirez aussi à prendre du poids, surtout si vous avez joué avec les quantités. Si vous voulez vraiment accélérer peut-être vos résultats et vraiment, si vous avez cette détermination, si on peut dire ça comme ça, on peut commencer à faire des petits calculs. Donc, j'ai oublié ça. Si nous pratiquons et maîtrisons au moins une de ces techniques, nous pourrons perdre du poids et créer une alimentation équilibrée sans besoin de calculer ou compter nos calories ou même passer par la phase d'accélération. Et tout ce qu'on a couvert tout à l'heure, en fait, c'est ce qui a créé toutes les transformations que je vous ai montrées au départ. C'est-à-dire, il n'y a jamais vraiment eu de diète. Il y a tout simplement eu... on a essayé de prioriser les aliments qu'il nous faut vraiment. On a essayé de faire attention à notre volume, notre quantité de nourriture et on y est resté sur cette lancée-là, en addition bien évidemment à des changements d'habitude et des changements de style de vie et la transformation s'est passée. Donc, voilà un petit peu pour... voilà, donc j'avais oublié de montrer ça. Tous ces clients-là, ce sont des clients qui sont passés par la phase de restauration. Donc là, par exemple, en haut, on a Sarah qui nous dit qu'elle faisait qu'elle mangeait pas de glucides, elle évitait ça, elle faisait du spinning, elle faisait du crossfit tous les jours, aussi elle courait tous les jours et au final elle crache et elle finit par avoir de grosses fringales, elle va dans son petit rebond, du coup c'est en haut et en bas, en haut et en bas. Là on a Mathieu qui nous dit, il pensait que pour perdre du poids, il fallait toujours que ça aille avec des séances à la salle de sport mais en fait ce qu'il faut vraiment faire c'est une combinaison des bonnes sources de nourriture et de la bonne dose d'exercice et tout simplement de continuer ça. Et justement, ça m'amène à un sujet. La plupart du temps, la raison pour laquelle les gens ne voient pas de résultats, c'est parce qu'ils ne se sont pas donné assez de temps. C'est parce qu'ils ne se sont pas donné assez de temps et assez de répétitions à faire cette chose. Ça m'arrive tout le temps, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai fait cette diète, j'ai fait cet entraînement-là. » Ça fait 5 jours et je ne vois pas de changement. Je lui dis 5 jours, est-ce que tu veux dire 5 semaines ou bien 5 mois? 5 jours. Donc je lui dis, bon, la raison pour laquelle tu ne vois pas de résultat, c'est parce que tu as un petit peu surestimé ton corps. Donc, la continuité, le fait de continuer quelque chose sur une longue durée, donnez-vous au moins 1 mois à faire des choses simples et vous allez voir, ça va augmenter et aussi améliorer votre état de santé et vos capacités physiques. On peut estimer en 1 mois comme perte? C'est difficile à dire. Ça dépend vraiment de tout le monde. Du 500 grammes ou plutôt du 2 kilos? De ce que je vois avec mon expérience, ça va de 4 à 6 kilos. Carrément. Ouais. Ah ouais. De mon expérience. C'est après que ça Mais après ça ralentit, oui, mais c'est... Pas vraiment. Comment dire? Si on équilibre, à un moment donné, on arrête de perdre du poids quand même. Ça dépend. Et c'est justement pour ça qu'il y a la phase d'accélération. Parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent dans mon programme, ils ont envie de perdre 10 kilos. Et oui, s'il te plaît, merci beaucoup. Et 10 kilos, la plupart du temps, c'est sur 1, 2 à 3 mois. Il y a des gens qui viennent, ils veulent perdre plus de 20 kilos. Et c'est là que ça prend vraiment du temps. Et c'est là qu'il faut vraiment s'attendre aux adaptations métaboliques. C'est ce qui se passe. Lorsqu'on perd du poids tout le temps, le corps commence à un petit peu voir ce qu'on fait et il se dit j'aime pas ce qui se passe, je vais arrêter ça. Et c'est
à ces moments-là qu'on fait ce qu'on appelle une pause de diète stratégique qui consiste à remonter un petit peu et à manger normalement pour recharger, pour réalimenter les fonctions métaboliques et hormonales. Comme ça, le corps, merci, comme ça le corps commence encore à travailler. Du coup, il y a plein de stratégies. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de personnalisation, surtout dans la phase d'accélération. Mais encore une fois, si vous appliquez seulement ces changements-là et si vous donnez assez de temps, de mon expérience, okay? Tout le monde est différent, j'ai pas envie de faire de grosses garanties, mais de mon expérience, ça va de 3 à 6 kilos en un mois. De 3 à 6 kilos. Donc, des fois c'est 2 kilos, mais la plupart du temps, c'est toujours comme ça que ça se passe. Justement, ce qui m'amène à la prochaine étape, une petite session questions-réponses, parce qu'on va passer maintenant à l'étape, à la partie entraînement et santé physique et tout ça, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore abordées, mais peut-être que vous voudriez demander sur le plan nutrition, vous pouvez y aller. Moi, je pense qu'on a encore du temps. En termes de liquide, qu'est-ce que vous conseillez comme quantité à boire tous les jours? Un minimum il y a une formule pour calculer ça, mais je pense un minimum de 1,5 litre par jour, c'est toujours suffisant. Et après, les manières de calculer l'eau que vous devez boire pendant les séances d'entraînement, ça dépend. Il y a des formules, mais j'aime bien garder les choses simples. Du coup, je dis juste 1,5 minimum par jour. Si on commence à trop faire pipi à cause de ça, ça veut dire que c'est trop. Du coup, on réduit. Mais si on va aux toilettes juste, je sais pas, pour faire pipi, genre 3 à 4 fois par jour, je dirais que c'est normal et c'est une adaptation. Et durant les jours où on s'entraîne, il faut qu'on compense ça et qu'on ajoute ça, peut-être 0,5 ou bien 1 litre additionnel. Mais pas en hiver, parce qu'en hiver, on ne sue pas trop, du coup, on ne perd pas vraiment d'eau. Du coup, j'insisterai pas trop sur l'eau en période d'hiver durant les entraînements, mais avec l'été qui arrive, notre corps, c'est ce que notre corps fait, c'est pour ça qu'on sue lorsqu'il fait chaud, notre corps essaie de se... Comment dire ça? Il y a un petit air conditionnateur qui marche à l'intérieur, ça utilise de l'eau. C'est pour ça qu'on sue, parce que le corps s'humidifie et l'eau sort. Du coup, c'est là que ça devient un petit peu plus important de bien voir. Oui? Je mets un petit bémol parce qu'ici, l'air est très sec en hiver. Pardon? L'air est très sec en hiver. Je mets un petit bémol ici, il faut boire quand même pas mal d'huile. Oui, il y a une base. Il y a une base de 1,5. C'est ce que j'aime bien préconiser. Et quand on s'entraîne, encore une fois, ça dépend vraiment de tout un chacun. Si quelqu'un me dit ils ont toujours la bouche sèche, je dirais oui, il faut boire un peu plus. Mais en addition à boire plus d'eau, j'aime bien aussi recommander des électrolytes. Parce que quelqu'un n'a pas entendu parler des électrolytes? C'était c'est une combinaison de vitamines qui hydrate le corps. Ouais. Parce que des fois, le fait de boire beaucoup d'eau aussi c'est bien, mais plus on boit, plus on fait travailler nos reins et plus on expire ça et plus on rejette ça par l'urine. Mais il faut aussi trouver une manière d'apprendre au corps à envoyer cette eau et hydrater les cellules et ces électrolytes qui font ça. Du coup, les personnes qui ont la peau sèche, la gorge sèche, durant les périodes d'hiver, ce qui se passe même à moi, ça m'arrive, les électrolytes le matin, c'est ce que je fais. De l'eau de coco, pour faire super facile, mais si vraiment ça perdure, c'est mieux d'investir dans les électrolytes. Et j'aime bien aussi utiliser un humidifieur. Vous avez ces petites machines qui sortent des humidificateurs, ça aide un petit peu. Donc, ouais, côté hydratation, c'est ce que je dirais. Mais ça peut être aussi du thé. Ça dépend. Le thé, c'est ce qu'on appelle un diurétique. ça fait uriner. Oui, ça fait uriner, ça fait perdre plus d'eau. Du coup, je dirais... Ça élimine les déchets. C'est un antioxydant. Du coup, c'est bien en soi. Mais je dirais 1 tasse à 2 tasses par jour. Encore une fois, si c'est une personne qui dit qu'elle se sent sèche. Mais s'il n'y a pas de symptômes, je dirais, bon, c'est pas grave. Ouais. Le café, qu'est-ce que... On en parle ou pas? Oh, parlons-en. Le sucre, les desserts, non? Ouais. Ok. On commence par le café? Ouais. Alors, je dirais... Café noir, bien évidemment. Café noir, justement, j'avais commencé par ça. Il n'y a rien de mal au café noir, c'est un bon stimulant quand on le prend durant les premières heures de la journée. C'est la seule règle. Quand on le prend dans les premières heures et qu'on limite notre consommation à 400 ml, si je ne me trompe pas, donc 1,5 verre, je dirais, c'est optimal.
mais c'est quelque chose aussi que les gens abusent de temps en temps. Il y a des gens qui boivent le matin, à midi, l'après-midi et le soir pour les aider à dormir. Et ça, je dirais, il y a un problème super profond lorsqu'on fait ça. Mais le café noir, le matin, j'ai rien contre, c'est super efficace. Il y a aussi une recherche qui nous dit que le fait de limiter un petit peu, c'est-à-dire lorsqu'on se réveille et qu'on attend 30 à 80 minutes avant de consommer notre café, paraît-il, ça aide un petit peu à prolonger cet effet stimulatoire jusqu'au reste de l'après-midi. Parce qu'on sait tous que ce qui se passe lorsque l'après-midi vient, c'est qu'on a cette petite descente de glycémie, on a sommeil, on a faim. Et paraît-il, je remarque ça avec moi, je ne sais pas si vous pouvez essayer, le fait d'un petit peu repousser la consommation de café matinale, ça aide un petit peu aussi à repousser cette descente d'énergie. Donc café noir, je suis positif. Café écrémé, on limite si possible. C'est un des petits détails auxquels je ne fais pas trop attention, sauf si mon client fait déjà tout ce qu'il faut, mais il y a encore des résultats contre-productifs. Parce quelque chose que la consommation excessive de café fait, c'est d'attaquer directement l'estomac, les fonctions digestives. Ça élève le cortisol, mais on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Lorsque le cortisol est élevé, ça crée des choses assez compromettantes. Du coup, et voilà, en fait, c'est une idée générale. Il n'y a pas de mauvaise nourriture ou de mauvais éléments, c'est juste le dosage qui peut être trompeur. Donc si on boit de l'eau, on se dit que l'eau c'est sain, mais on peut mourir si on en boit trop, carrément. Si on mange... voilà en fait en gros. Oui, c'est tous les abus. Et le sucre alors? Quel type de sucre exactement? Parce qu'il est bon quoi. Le sucre dans l'aliment, le sucre ton café. Là, dans les propositions de repas et tout ça, c'est super, l'assiette, machin. Mais en vivant ici, en étant expatrié, on est très sollicité pour aller manger dehors, déjà. Donc, entrée, plat, dessert, on doit zapper, on doit prendre que le plat, on choisit, on peut continuer. D'accord. Et les desserts, quoi, je sais pas. D'accord. Les chocolats. Les chocolats, ouais. Donc les sucres raffinés, les sucres, disons, les sucres transformés. Est-ce qu'il faut carrément le virer complètement? On revient à la partie où j'ai parlé du côté flexible. J'aime bien juste intégrer ça dans le côté flexible. Parce que, le sucre raffiné pour... Ouais, comme l'alcool. L'alcool aussi, c'est un sucre raffiné. On sait tous que c'est mauvais. Je pense que c'est un des groupes alimentaires. C'est mauvais, mais c'est bon. C'est un des groupes alimentaires que on va tous se dire, si on en fait trop, et même une quantité un petit peu trop fréquente, ça peut déjà compromettre notre cholestérol. Ça a un impact direct sur stimuler le corps à retenir des graisses abdominales. Si on en abuse, ça nous donne des problèmes d'insuline. Du coup, c'est de là que vient le diabète. À cause du fait que c'est raffiné et chimique, ça crée une addiction à la dopamine de notre cerveau. Du coup, plus on en mange, plus on devient un petit peu... Il y a une addiction et plus on va dans ce cycle. Après, je ne sais pas si c'est 7 ou 12 jours sans en manger, notre corps, logiquement, ne ressent plus le besoin d'en avoir. C'est comme une... Voilà. Si on remplace ça avec les bonnes choses. Mais... Et au restaurant, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, on zappe l'entrée, on zappe le dessert, on prend qu'un plat? Ça dépend de l'entrée, ça dépend du dessert. Donc je dirais, si votre entrée a, des œufs, des salades, il n'y a rien de mal à ça. Si votre entrée a du gâteau, et après si le dessert a du gâteau aussi, là on commence déjà un petit peu à, pas zapper, mais contrôler juste. Ouais, il faut juste contrôler. Je dirais, encore une fois, c'est la réalité. Et vos questions, en fait, elles expliquent bien combien il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas éviter. Mais la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'essayer de contrôler ça. C'est de contrôler ça et de prendre des petites bouchées ou de bouchées. Un petit peu de l'entrée. Oui, un petit peu, et ça marche. Et c'est ça, justement, c'est quelque chose que j'aime bien enseigner, c'est le fait il faut se donner la permission de ne pas utiliser la nourriture en tant que l'outil principal pour être présent et pour bien participer à l'événement. Oui, mais en même temps, on nous a toujours appris qu'on finissait son assiette. Moi aussi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Si on met une petite quantité, on peut la finir. Ouais. C'est une petite quantité, mais encore une fois, il faut juste se rappeler des petits trucs avec les portions de la main. Si c'est quelque chose que vous pouvez mesurer avec la main,
Ou aussi, si vous pouvez, essayer de vous noter, ça marche. S'il y a une quiche devant vous et que vous faites en sorte que vous mangez au point où vous avez encore beaucoup d'espace dans votre estomac, ça va marcher. Parce qu'au final, oui, il y a des aliments qui ne sont pas sains, il y a des aliments qui sont plus sains, mais quelque chose qui vous gardera ça aussi, c'est de garder un poids du corps, c'est de maintenir un poids du corps assez optimal. C'est-à-dire, si on évite juste d'ajouter du gras à notre corps, on s'éloigne déjà de beaucoup de risques. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Au final, si vraiment c'est difficile d'éviter ces nourritures, ces petites gâteries, il faut juste jouer sur la quantité. Il faut juste jouer sur la quantité et vraiment faire attention à ne pas trop en manger. Parce que... On a l'habitude de prendre du dessert, ça ressemble un peu à la récompense à la fin du repas. C'est les parents. Oui. J'ai une question par rapport aux protéines en poudre. Ouais. Quels sont les doux et do not en termes de consommation de protéines en poudre? Alors, je dirais, si, disons que vous avez déjà calculé les protéines que vous voulez, qu'on a un petit peu utilisé l'exemple de M. Dupont, et que vous vous apercevez que c'est difficile de manger une certaine quantité de poulet, une certaine quantité de chaque jour, et c'est là que les protéines en poudre peuvent aider. Le fait de consommer un shake, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est une petite dosette et vous prenez ça, c'est un petit peu similaire à manger une poignée de blanc de poulet. C'est tout ce que ça fait en fait. Du coup, si vous savez que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif de protéines avec la nourriture normale, c'est là que les protéines s'aident. Parce que c'est un complément alimentaire. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut manger à tout prix. Ouais, c'est pas un repas. Mais c'est des protéines qui seront aussi efficaces que les protéines animales ou végétales ou aucun des deux? Ça dépend parce que ouais, il y a beaucoup de types, mais disons, tant que c'est animal, c'est toujours un petit peu plus efficace. Il y a des protéines en poudre de type végétal aussi. Et je pense que j'ai jamais essayé, mais je me dirais que pour pouvoir booster leur production et leur vente, ils devraient peut-être ajouter des acides aminés dedans, comme ça, parce que c'est tout ce qui manque aux protéines végétales, c'est les acides aminés. Et justement, quelque chose que je conseille à mes clients végétariens, c'est de prendre des acides aminés. Vous connaissez les BCAA, ce genre de choses-là? Dans l'univers du sport, ça s'appelle BCAA. C'est des poudres qui contiennent des acides aminés. C'est des choses qui manquent à notre diète lorsqu'on fait une diète végétarienne. Du coup, on peut toujours manger les protéines végétariennes, mais en prenant les acides aminés, on comble un petit peu le vide que les protéines animales nous laissent. Vous comprenez un petit peu? Ouais. D'autres questions? Oui, une question. Alors vous avez donné l'exemple de Monsieur Dupont, très bien, mais qu'en est-il de Madame Dupont? Parce que moi j'ai toujours entendu dire, en tant que femme, on devait encore être plus mince. Ouais, moins 10. Ouais, moins 10, c'est ça. Est-ce que ce sont pour vous les mêmes... Oui. On enlève le 1 mètre. Voilà, et on enlève 10. Là, par exemple, s'il faisait 190 cm, si c'était une femme, on dirait 80 kg. Voilà. Pas 90. Ouais. C'est une petite astuce qui aide. Mais une femme... pardon? Ça déprime. Non, c'est ce qu'on a entendu toujours dire que les femmes c'est moins 10, mais est-ce que ça dépend de l'âge? Parce que pour 1m60, 60 kg, ça me semble raisonnable. Si j'enlève, je tombe à 50, moi je suis malade. Ça me semble. Et puis chacun connaît son poids de forme, on se sent bien aussi. Voilà. Justement, c'est ça que j'aime bien répéter ça, il n'y a pas de théorie absolue. En termes de nutrition, c'est pas comme si ce que je dis aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut faire carrément. Mais il y a toujours des manières de personnaliser ça. Donc oui, comme je l'avais dit, avec moi personnellement, moi je suis censé être dans les 80-90 kilos. Mais je sais très bien que lorsque je suis à 90 kg, je me sens trop lourd et pas productif. Du coup, justement, j'ai fait une descente il y a quelques mois. Actuellement, je suis entre les 84 et 85, je me sens bien. Donc oui, les nombres sont là pour nous donner une référence, mais il faut aussi se voir et se poser la question de est-ce que je m'aime bien actuellement? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que je sens que voilà, mes vêtements me rentrent bien? Est-ce que mes niveaux d'énergie sont optimaux? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis content? Il faut toujours se poser ces questions. Mais le moins 10, je dirais pas. Je dirais vraiment, c'est peu importe où vous vous sentez contente. Carrément. Encore une fois, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est en dépit de tout ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est carrément tout ce qui vous va. C'est ça en fait la réalité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste
exposer quelques références possibles. Des petites informations que vous pourrez utiliser et après vous vous direz, ah bon, je vais au repas aujourd'hui, j'ai appris ceci avec Christian, peut-être je vais essayer ça, peut-être pas, peut-être je vais prendre mon déjeuner, peut-être je vais prendre mon dessert. Donc ouais, oui, c'est quelque chose de très flexible. Si quelqu'un vient et s'il vous dit, oui, cette méthode-ci est la seule, la meilleure, il ne faut pas écouter cette personne. Il y a toujours plein de manières dont les choses changent. D'autres questions? Et aussi, l'heure du repas doit précéder de quelques heures lors du coucher, n'est-ce pas? Oui, alors... On dit, il ne faut pas manger trop près de l'heure à laquelle on se couche. Pour avoir le temps de digérer, On digère pas mal à accumuler. Ouais, idéalement. Mais j'ai eu des personnes, j'ai travaillé... Jeûne intermittent. D'accord? Je déjeune beaucoup. Enfin, je petit déjeune beaucoup, je déjeune beaucoup. Après vous arrêtez. Enfin, beaucoup. C'est pas non plus... je trouve que j'ai les proportions normales, mais je ne mange pas le soir. À partir de 14h, je ne mange plus. D'accord. Et ça me permet de bien dormir et de bien récupérer, parce que j'ai une digestion difficile par contre. Oui, lorsqu'il n'y a rien dans l'estomac, le soir, ça aide beaucoup. Donc, pour répondre à votre question... 20% ce soir. Pour répondre à votre question... Et tu sais, si tu as un régime équilibré toute la semaine et que tu as un soir où tu fais une exception, c'est pas ça qui va te rendre malade. Ça, j'adore. Mais peut-être que vous allez en parler après, je ne sais pas, mais c'est la question du jeûne intermittent. Aujourd'hui, Ouais, c'est bien, pas bien. Ça dépend des gens. Ouais, voilà. Ça dépend des gens. Je dirais que les situations dans lesquelles Mais quand je dis ça, jeûne intermittent dans le cadre d'une phase de maigrir, pas forcément en tout le temps, quoi. Oui, alors, le jeûne intermittent, les seules circonstances dans lesquelles je l'utilise, si j'ai vraiment en face de moi quelqu'un qui a juste du mal à se contrôler vis-à-vis de la nourriture. Parce que ce qui se passe, le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est le fait de, si on a eu l'habitude de manger à 9h, 10h, 13h, pour faire super simple, on va arrêter de manger à 9h. Et ça veut dire qu'on élimine les calories de ce repas-là. Du coup, on a seulement les calories des deux derniers repas et on a un déficit calorique. Parce que, ironiquement, c'est plus facile de directement éliminer un repas plutôt que de toujours avoir le repas et d'essayer de se contrôler. Moi, je ne le voyais pas comme ça. C'est plutôt d'espacer un temps de diète, mais je n'ai pas supprimé au niveau calories. J'ai juste réparti différemment. C'est-à-dire qu'avant, je prenais un tout petit déjeuner. Maintenant, je prends un bon petit déjeuner. Et en fait, je pense que je prends le même nombre de calories que si je mangeais le soir, mais c'est sur 2 repas. Et ça me fait un long temps de diète qui permet à mon organisme de mieux fonctionner. Donc, ce que vous faites, c'est un petit peu une répartition calorique. C'est un petit peu un cycle, en fait. C'est un petit peu, vous savez à quel moment de la journée vous vous sentez bien et vous faites ça pour vous. Oui, ça marche. Et comme je l'avais dit, les choses s'individualisent. Mais vraiment, si on reste dans le contexte de la perte de poids, c'est pour ça que je ferais un jeûne intermittent. Et j'appellerais même pas ça un jeûne intermittent. Je dirais juste, il faut qu'on fasse de l'espace et qu'on élimine un repas. Comme ça, on n'abuse pas des choses. Mais voilà ce que ça fait en fait. Si on a du mal à contrôler notre apport calorique et si on ne veut pas calculer, si on ne veut pas faire attention à ceci, cela, le fait de tout simplement se débarrasser d'un repas, ça aide. Ouais. Et ça aide avant le sommeil, c'est bien. Si vous mangez trop près du sommeil, vous risquez d'augmenter votre température durant le sommeil, vous risquez de réveiller votre corps parce que votre corps ne sera pas focalisé sur le sommeil restauratif, mais surtout sur la digestion. Du coup, le lendemain, vous allez peut-être vous réveiller ballonné, peut-être avec moins d'énergie, parce que le sommeil n'a pas été trop réparateur, et aussi avec un gain de poids, parce que vous retenez peut-être beaucoup plus d'eau par rapport au repas de la soirée. Donc, l'idéal, 2 à 3 heures avant le coucher, et vraiment quelque chose qui est aussi bien à faire tous les jours, c'est de toujours marcher après un repas. On se lève, on marche, on prend 5 à 10 minutes, ça aide vraiment à bouger ça s'appelle tissu lymphatique en anglais. Je ne sais pas si c'est le même mot aussi, mais ça facilite vraiment la digestion et ça facilite le déchiquetage, si c'est le bon mot, de la nourriture. Ça stabilise aussi la glycémie. Donc c'est un super outil. Si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous dormez et mangez super tard,
mangez vite fait et après levez-vous, faites la lessive, faites la vaisselle, je sais pas, allez faire la marche et ça va un petit peu mitiger les dégâts. Ouais. Moi j'aurais juste une question sur qu'est-ce que vous en pensez, l'efficacité ou non alors des boissons avec les graines de chia qui sont censées avoir un effet de satiété pour éviter de manger. Efficace, pas efficace? Oui, je dirais que ça aide. À la mode, une connerie? Je dirais que ça aide, oui, parce que les graines de chia, c'est une source de lipides. Et les lipides, si on est un petit peu familier avec les calories, 1 gramme de lipides, ça a 9 calories, 1 gramme de protéines, ça a 4 calories. Donc les lipides sont naturellement plus lourdes. Donc, concernant le contrôle de faim, oui, je dirais que ça marche. Non, mais sur l'effet justement qu'elle se dilue et qu'elle... Ouais, je dirais c'est... C'est un truc à la mode, c'est tout. C'est un truc à la mode, oui. Je pense que c'est une manière plus cool de manger les graines de chia. Parce que c'est assez difficile à cuisiner quand on y pense. La seule manière dans laquelle je mange les miennes, c'est j'ajoute ça à mes flocons d'avoine et je mets ça dans le micro-ondes. Et voilà, mais je ne saurais pas comment préparer ça d'une autre manière. Du coup, je pense le fait de les mettre dans les petits jus gluants, là, ça aide. Ou alors dans les boissons. Dans les boissons, oui. Moi, je fais dans les boissons. Moi, je le bois. Dans le riz? Ouais, je dirais. Ah, c'est une bonne idée. Je le bois, mais en laissant tremper d'abord dans un liquide qui fait qu'elle... Oui, voilà. Et après, je mets soit ça dans un jus de fruits ou dans un... Moi, je ne le fais pas cuire par contre, mais je passe mon riz au micro-ondes au travail. Et ça grossit. Mais ça peut... Oui, ça aide. Je veux dire, c'est un bon aliment pour le contrôle de la faim, oui. Mais c'est un aliment que j'aime bien pour le contrôle de la faim, c'est les protéines. Je pense qu'il faut juste essayer la petite expérience. Vous mettez 200 grammes de riz, 200 grammes de autre chose, genre un avocat, 200 grammes de poulet, et l'avocat et le poulet vont un petit peu être en compétition. Parce que c'est vraiment ce que les protéines font. Donc, et aussi les protéines, de mon expérience, c'est un aliment que tout le monde sous-mange. Ouais, c'est ça. Si vous prenez le temps de calculer vraiment les objectifs de protéines que vous devez manger tous les jours et que vous allez essayer de manger ça, vous allez être choqué. Mais j'étais personnellement au contraire, je trouve que les gens mangent beaucoup de viande et donc beaucoup de protéines. Ça dépend il y a un certain groupe de personnes qui fait attention, oui. Oui. Etc. Mais je dirais... ça amène certaines maladies. Le cancer du côlon, c'est l'excès de viande. Mais ça dépend peut-être des... Oui. C'est surtout les viandes rouges en fait. Les viandes rouges, voilà. C'est... Comment on appelle ça? C'est les gens qui font les diètes carnivores. Ça s'appelle une diète carnivore, ils mangent que des viandes. C'est le régime paléo ou un truc comme ça. Je dirais carnivore. Parce que carnivore, c'est vraiment que des viandes grasses. Avec le paléo, il y a des viandes grasses, mais aussi il y a quand même une autre source de glucides et d'autres choses. Du coup, ça se neutralise un petit peu. Mais avec la diète carnivore, c'est que de la viande grasse, c'est que du steak, que du saumon. Mais c'est pas de saumon. Un abus, en fait. Il faut équilibrer. Voilà. Mais voilà, ça nous ramène à ce que j'ai dit un petit peu au départ sur le fait d'éliminer un groupe de nourriture et de tout simplement se focaliser ici. Il y a toujours des petites manières dans lesquelles ça nous rattrape. Du coup, moi, ce que je préconise, c'est toujours essayons de tout manger, mais essayons de prioriser ce qu'il faut, essayons de faire attention à ce qu'il ne faut pas. Je trouve que c'est la manière la plus saine. Ouais. Est-ce que justement, il y a un moment dans la journée où il est préférable de privilégier un groupe d'aliments plutôt qu'un autre? Il y a une mode du régime chrononutrition. À un moment donné. Donc de manger plus certains aliments qui étaient plus digérables le soir et plus assimilables et plus lourd. Manger ce qui est plus lourd le matin, plus gras, plus lourd le matin et le soir des aliments qui se digèrent plus facilement. Ça je sais pas, ça a été une mode à un moment donné. Je pense que c'est logique, j'en ai jamais entendu parler, mais je pense que c'est logique. C'est logique. Ouais. C'est logique parce que le matin, c'est là où il faut qu'on s'équipe. On vient de se réveiller de 7 à 8 heures de jeûne. Du coup, le corps, il a un petit peu besoin de cet appui-là. Et on va aussi se préparer pour une longue journée super active. On veut éviter d'avoir trop faim. Du coup, je pense que c'est vraiment logique de mettre autant de bons aliments que possible, des protéines, et aussi ce qu'on appelle des glucides complexes. Genre encore le riz, le quinoa et tout ça, parce que ça reste assez longtemps dans le sang et avec une bonne quantité de lipides. Je pense que c'est pour ça que les œufs sont assez populaires le matin.
parce que ça donne cet apport lipides et protéines, et quelques légumes. Et je dirais que je fais attention à l'assimilation, à la digestion aux alentours des entraînements. Parce que pour les entraînements, il faut qu'on ait quelque chose dans le fuel, dans le ventre, aussi quelque chose dans le sang, mais il ne faut pas aussi qu'on se gonfle l'estomac. Du coup, c'est là que je préconise les choses légères, des choses comme les dattes par exemple, les bananes, les yaourts, ce genre de choses-là, mais pas des flocons d'avoine par exemple. Les flocons d'avoine juste avant l'entraînement, ça va vous faire vous sentir gavé, ça ne va pas être super utile. Mais je dirais que oui, c'est logique d'éviter de trop se gaver le soir. Parce qu'encore une fois, revenons à ce que j'avais dit à propos du sommeil et tout ça. Donc ouais, chrononutrition. Chrononutrition. Chronobiologie. J'aime bien, c'est un bon concept. C'est logique, je pense que l'approche est logique. Ouais. D'autres questions? C'est un médecin, un diététicien, nutritionniste, Mhm. médecin au point. Je ne sais plus comment il s'appelle. D'autres questions? Ok. Bon, il nous reste... J'ai jusqu'à combien de temps? 19 heures. D'accord. 10 minutes. D'accord. On a appris un peu Je vais essayer de... Ouais, c'est pas grave. Mais ça a été utile jusqu'ici? Oui. J'espère? Ok. Parce que là, on va un petit peu parler 10% pour la digestion, 10% pour le mouvement, 5% pour les entraînements. D'accord? La fonction vitale, c'est respiration, battement de cœur, reconstruction d'organes. Digestion, c'est absorption de nutriments, élimination des déchets. C'est assez fun quand on y pense parce que 15% de notre énergie tous les jours, ça va tout simplement dans ce qui se passe ici. Le mouvement, c'est moi actuellement. C'est moi sur les 2 dernières heures, c'est en train de bouger. L'entraînement, c'est tout ce qui élève notre rythme cardiaque au-dessus de la normale. Donc, c'est là en fait qu'on se dit que... C'est peu finalement. Justement, voilà. C'est maintenant qu'on se dit que si on veut vraiment perdre du poids, les entraînements, ça aide en termes de se construire physiquement, mais si on compte sur les entraînements pour brûler des calories tout simplement, c'est mieux de regarder des manières d'optimiser les fonctions vitales, les fonctions digestives et de tout simplement éviter d'être sédentaire. Donc, comment on optimise les fonctions vitales? Sommeil régulier. 7 à 8 heures minimum par nuit. Si, je sais que c'est un truc assez impossible de nos jours, mais si possible, dès que c'est possible, il faut le faire. Construire du muscle ou bien de la force musculaire. Parce que quand je parle de construire du muscle, les gens pensent qu'il faut devenir Hulk, mais au pire, c'est tout simplement fait de aller à la salle, faire de la construction, résistance. Contrôle du stress, sortir en nature, se donner des vacances. Super important. Cette astuce-là a été beaucoup plus utile que les autres astuces pour mes clients les plus occupés. Parce que le stress, je ne pense pas qu'on se la prenne, c'est quelque chose qui peut carrément compromettre nos systèmes immunitaires. Limiter la consommation des produits industrialisés à 20% par mois, ce qui nous ramène à le côté flexible dont j'ai parlé. Éviter d'être sédentaire. Et aussi la phase de restauration dont on a parlé, ça va optimiser les fonctions vitales. Et ça va déjà aider notre corps à brûler une quantité optimale de calories. Maintenant, côté mouvement, mon astuce la plus facile, c'est pour pouvoir brûler plus de calories, parce qu'on sait très bien que maintenant, il suffit juste de marcher un peu plus la plupart du temps. Jetez un coup d'œil à votre montre ou à votre téléphone, regardez combien de pas vous marchez en moyenne chaque semaine, et essayez juste d'augmenter ça de 10 à 30% de plus. Parce que quand il s'agit de déficit calorique, c'est quoi? C'est brûlant plus d'énergie ou bien brûlant plus de calories ou bien mangeant moins de calories, soit 10% à 30%. Du coup, tout simplement par le fait de marcher plus, on se crée un déficit calorique super facile. Donc, je couple ça avec tout ce que j'ai appris durant la phase de restauration, contrôle de nutrition et bien manger ce qu'il faut. C'est plié. De mon expérience, encore une fois. C'est une bonne moyenne de pas. Ça vient. ça vient. Donc, augmenter vos records de pas, j'aime bien parce que ça ne nécessite pas de temps, donc on n'a pas d'excuses. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il s'agit d'entraînement, c'est... J'ai la paresse, j'ai pas la motivation et tout ça, mais quand il s'agit de marcher, il faut juste faire quelque chose pour lequel on a déjà été conditionné d'un point de vue évolutionnaire. C'est économique, pas besoin de payer qui que ce soit pour vous entraîner, c'est pratique pour tout niveau, aucun risque de blessure, ça nous motive à devenir plus productifs et présents dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire,
Peut-être que maintenant, vous allez, après les repas en famille, vous allez dire à la famille, allez, on va pour une petite séance de marche, on passe du temps ensemble. Peut-être que maintenant, au lieu de directement aller dormir après manger, vous allez dire à faire la lessive, je sais pas, ça nous aide et ça nous motive à juste participer un peu plus. D'accord ? Et maintenant, en parlant du petit minimum, ce que je vois, des recherches que je lis, il y a plein de recherches, mais la plupart du temps, la petite moyenne, c'est 10 pas par jour, 10 000, qui a été démontré comme étant le minimum nécessaire pour une bonne santé physique, digestive, mentale, et pour brûler une quantité optimale de calories. Donc, en gros, si vous mangez bien, et si vous faites des entraînements tous les jours, mais que si vous négligez ça, vous vous tirez un petit peu vers le bas. La plupart du temps, ça a toujours été un des points les plus importants que j'ai dû rectifier, optimiser avec mes clients, sans pour autant les forcer à aller faire des entraînements. Et après, on a commencé à avoir des résultats. Parce que d'un point de vue évolutionnaire, notre corps est fait pour bouger et pas pour s'asseoir, alors que c'est assez difficile d'éviter de s'asseoir dans notre train de vie actuel. Et maintenant, on passe par les entraînements. 2 types d'entraînements principaux. On a le cardio. Et on a la résistance, l'entraînement de résistance. On va juste passer par les points positifs du cardio vite fait. Ça brûle beaucoup de calories. Ça aide à brûler du gras surtout durant l'activité. Ça booste nos sensations de bien-être. Ça améliore notre longévité et notre durabilité. Quelque chose auquel il faudrait faire attention, ceci dit, c'est si on abuse, ça fait brûler progressivement moins de calories, ça élimine nos tissus musculaires. Dans certains cas, ça augmente notre faim, ça nous donne plus de fringales, parce que c'est les glucides, comme on se l'avait dit, qui entrent en jeu. Et du coup, lorsqu'on n'a plus de glucides, à cause de ces entraînements-là, la glycémie est basse, et après les fringales augmentent. Et ce n'est pas le plus pratique pour les personnes lourdes. Donc si vous êtes lourde, genre 2 fois, 3 fois plus que le poids idéal dont on avait parlé, ça va un petit peu être inconfortable sur les joints. Ça élimine les tissus musculaires ? Pardon ? Ça élimine les tissus musculaires ? Mhm. Ah bon. C'est parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous courez ? Le cardio, ça améliore. C'est tout ce qu'il faut pour le cardio. Mais le tissu musculaire, lorsqu'on court, le corps a envie de se conditionner à devenir meilleur à la course. Donc, il va se défaire de ce qui est lourd. C'est pour ça qu'on perd du gras, mais notre tissu qui est lourd, c'est le muscle. Et encore une fois, c'est si on en fait trop. Du coup, si vous courez, je sais pas, si vous faites 30 minutes par jour à allure modérée, ça va pas faire de mal. Alors, moi, je fais pas de course, mais je fais du vélo d'appartement 30 minutes par jour. Si vous couplez ça avec une bonne alimentation, oui, avec une bonne alimentation, je dirais, c'est là que l'alimentation et l'apport en protéines devient super important. Parce que si vous en faites trop, si vous ne dormez pas, si vous ne récupérez pas bien, si vous consommez une quantité minimale de protéines, c'est là que les choses compromettantes se passent. Mais ça, c'est vraiment dans le cas extrême. Je ne pense pas que ça va se passer avec tout le monde, mais c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, en gros. Donc, après ça, on a entraînement de résistance. Ça construit du muscle et tonifie le corps. Mais ce qui craint un petit peu, c'est que ça nécessite du temps. Il faut au moins qu'on y aille à la salle de sport 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, et qu'on reste diligent pour voir des résultats. Ça brûle progressivement plus de calories et de gras, parce que avec la construction musculaire, l'amélioration de force, il y a une amélioration des compétences métaboliques, ce qui déjà nous fait brûler plus de calories. Et aussi le fait d'avoir plus de muscles, ça a un petit peu un effet antagoniste et ça nous fait brûler encore plus de calories. Améliore les fonctionnalités dans la vie. Maintenant, on peut peut-être porter des courses, on peut déménager, aménager les choses plus facilement parce qu'on est plus fort. On anticipe les problèmes d'articulation qui viennent avec l'âge. Et après, on a les points négatifs. Ceci dit, ça prend du temps. Ne brûle pas autant de calories que la course à pas la course à pied, mais le cardio. Tout ce qui élève votre cardio et qui vous fait souffler beaucoup. Disons juste ça. Ça peut être risqué si vous êtes un débutant non suivi professionnellement. Donc si vous voulez vous mettre à la salle de sport, mais que vous avez besoin d'aide, je connais quelqu'un, ça nécessite un investissement à la salle pour les résultats plus optimaux. Donc vous pouvez vous entraîner à la maison. Ceci dit, si on veut vraiment maximiser les résultats, c'est mieux d'aller à la salle. Donc, côté positif et négatif pour chacun. Pour moi, puisque je travaille dans le cadre de la transformation physique et aussi de l'amélioration des fonctions métaboliques et hormonales, ce que je préconise la plupart du temps, c'est les entraînements résistance en majorité. Ils sont plus ou moins impératifs.
si on veut maximiser la transformation physique, mais couplé avec un peu de cardio pour pouvoir obtenir les bénéfices sur le plan longévité. Le cardio, c'est ce qu'il y a de meilleur si on veut augmenter notre espérance de vie, longévité et bien-être en général. Mais si on veut aussi ajouter et équiper notre corps avec ce dont il a besoin pour vieillir, et encore une fois, si on veut perdre du gras et se transformer physiquement, les entraînements résistants sont plus ou moins impératifs. Il nous reste 2 minutes, du coup, vite fait. Donc, il y a différents types d'entraînement. Soit on fait 2 fois par semaine, et je dirais entraînement de tout le corps 2 fois par semaine. Soit on fait 3 fois par semaine. Ça, c'est ma petite fréquence favorite. On fait tout le corps, tout le corps, tout le corps. Soit on fait 4 fois par semaine. Là, on fait tout le corps, tout le corps, tout le corps, et après entraînement cardio. Donc ça, c'est ma petite signature. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais encore une fois, je travaille pour maximiser la transformation physique et c'est ce qui marche le plus. Si vous ne faites pas trop attention à perdre de gras, mais si vous voulez juste être actif, le cardio, il n'y a rien de mal à ça du tout. Notion numéro 8, plus la fréquence d'entraînement augmente, plus il faudra insister sur l'apport en protéines, le sommeil, le stretching, l'hydratation. Parce que tous les effets négatifs que j'ai énumérés à propos du cardio et de la résistance, ça se passe lorsqu'on manque de ces choses-là. Si vous vous entraînez tout le temps et que vous n'avez que ça, mais que vous ne faites pas attention aux autres choses, là les choses compromettantes commencent à se passer. Là on commence à s'entraîner à devenir quelqu'un de dur et de tonique, mais à l'intérieur on n'est pas vraiment la personne la plus saine qui existe. D'accord ? Donc, comment ça savoir si nous avançons dans la bonne direction ? 1 à 3 jours, je préconise une pesée de poids matinale à jeûne. 7 à 10 jours, je préconise prise de mesure, donc bassin, hanche, poitrine. Personnellement, je trouve que le deuxième outil de mesure, c'est le plus précis. Parce que la pesée de poids, on sait très bien, notre poids du corps, ça représente l'eau, le muscle, beaucoup de choses. Du coup, lorsqu'on voit les hauts et les bas chaque jour, ça peut un petit peu jouer avec nos émotions. Du coup, c'est préconisé, mais ce n'est pas obligé. Tous les 20 à 3 jours, prise de photo. Ou bien vous vous regardez juste dans le miroir et vous faites une petite critique. Tous les 30 à 4 jours, il faut essayer de voir si notre qualité de vie augmente. Si vous me dites que vous avez perdu du poids et que vous vous êtes transformé, mais qu'en même temps vous commencez à vous sentir mal, commencez à avoir moins d'énergie, vous vous blessez plus facilement à la salle de sport, vous avez plus faim, moi je dirais que ce n'est pas un bon scénario. Si vous perdez du poids à une allure lente, mais qu'en même temps, votre qualité de vie augmente, vous êtes capable d'être plus productif et de bonne humeur tout le temps au boulot, vous avez moins de problèmes de digestion, là c'est un super scénario et je dirais que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'encore une fois, je sais qu'aujourd'hui on s'est beaucoup focalisé sur la transformation physique, mais il ne faut pas oublier ce qui importe le plus. Ce qui est vraiment aussi important et aussi essentiel que la transformation physique, c'est aussi l'amélioration de ce qu'il y a à l'intérieur et l'amélioration de notre personne en général. D'accord ? Et on arrive à la conclusion. Ouais, d'accord. Donc, notre corps est une machine. Aidons-le à faire le travail que nous voulons de lui. Si on veut se transformer, si on veut faire quelconque entraînement, si on veut aller sur de longues journées de travail, n'ayons pas directement un instinct d'éviter les nourritures ou de faire quoi que ce soit de restrictif, ayons un instinct d'équiper le corps avec ce qu'on pense pour pouvoir aider. Tout est une question de santé métabolique et hormonale, surtout quand il s'agit de transformation physique. J'ai oublié de préciser. Ce n'est pas nécessairement une question de la meilleure diète ou du meilleur entraînement en minceur du moment. D'habitude, il faut juste regarder à l'intérieur parce que si votre corps ne réagit pas à ce que vous faites, ça indique que quelque chose à l'intérieur ne va pas bien. Ces 2 règles deviennent beaucoup plus importantes. Plus on est mûr, plus on a des responsabilités et plus on est actif. Il ne faut pas sous-estimer à quel point on est toujours sur les nerfs. Il ne faut pas sous-estimer le niveau d'énergie qu'on dépense chaque jour. Il faut toujours avoir un instinct d'anticipation et ne pas attendre de tomber malade, de recevoir de mauvaises nouvelles du docteur, ou bien de se blesser, ou d'avoir de grosses distorsions, de gros troubles, pour pouvoir prendre des initiatives. Il faut toujours avoir une certaine proactivité par rapport à notre santé. On a presque fini. Ne vous pressez pas à faire 10 entraînements par semaine. Commencez par tout simplement éviter d'être sédentaire. C'est tout. Ça va régler plein de problèmes.
Une approche d'élimination et de restriction ne marche que pour 2 semaines ou 2 mois. La flexibilité est le secret de la durabilité. Alors, il ne faut pas qu'on ait peur des desserts, il ne faut pas qu'on ait peur des entrées, il faut juste dire que on va essayer de faire de notre mieux pour que les desserts et les entrées n'occupent que 10% à 20% de notre semaine et que sur les 80%, on va essayer de cuisiner notre propre nourriture. Et c'est dur, mais il y a quand même des choses dans lesquelles il faut investir du temps. C'est ça la réalité. La dernière notion, c'est si possible, c'est possible que tout ce dont on a parlé aujourd'hui ne marche pas si vous négligez le sommeil. Donc la note la plus importante, si on va tout ignorer et juste rentrer chez soi avec une seule leçon, c'est ça. Dormir. Si on ne dort pas, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, ça va être la leçon importante pour aujourd'hui. Et... Une question encore. Pourquoi nous, les femmes, dès qu'on perd du poids, on perd dans la poitrine et dès qu'on en prend, c'est dans les fesses et les cuisses? Je pense que c'est une question d'hérédité. Hérédité, est-ce que ça se dit? Oui, ouais, d'accord. Mais c'est la vérité ou pas? Non, c'est vrai. Les cuisses, le ventre, la poitrine, oui. Ouais. Et les bras aussi, vous prenez dans les bras. Et c'est vraiment comme ça que le corps il marche. Parce que, et justement, le corps d'une femme, parce qu'il a de plus grosses responsabilités que le corps de l'homme, c'est-à-dire vous donner la vie, chaque mois, votre corps se conditionne à se préparer à être fertilisé. Et cette préparation nécessite que le corps accumule beaucoup de ressources, et c'est le gras. Du coup, le corps d'une femme surtout a cette aptitude et cet instinct inné de stocker autant que possible là où il peut stocker. Et ce sont les places carrément où c'est super facile de stocker ça à cause du fait que les hormones qui conditionnent votre corps à prendre du gras sont plus hautes que celles des hommes. Et est-ce que tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui va être plus compliqué pour une femme en préménopause ou en ménopause? Ça va être super bénéfique. Mais ça va être bénéfique. Mais super bénéfique. Ça va être moins efficace. Ça peut être plus efficace. Ça va être plus difficile. Ça dépend, mais je sais très bien que manger plus de lipides, ça va restaurer les hormones déjà. Comme on l'a vu, manger des glucides, ça va stimuler la thyroïde. Ce qu'on sait très bien, ça commence à ralentir durant cette période. Du coup, il y a plein de... Ça revient carrément au début de la présentation, je disais, faut combler les lacunes pour que le corps ait assez de ressources pour tout ce qu'il a à faire. Donc, c'est carrément la meilleure méthode qu'une femme en préménopause ou en ménopause peut faire. Je ne préconise pas de diète à une femme qui passe par ces périodes-là. Parce que durant cette période, c'est une période où le corps va utiliser toutes les raisons possibles pour ralentir encore plus, pour détruire du muscle et pour accélérer la prise de gras. Et une diète plus des entraînements excessifs, ça va tout simplement accélérer et empirer les résultats. Il vaut mieux rester sur la phase de restauration. Voilà. La phase de restauration, la phase d'appui, je dirais. Oui? Ou est-ce que dans quelle catégorie on mettrait la randonnée entre la résistance et le cardio? Cardio. Cardio. Ouais. Cardio. La résistance, c'est... La marche cardio aussi, c'est ça? Ouais, la marche, c'est cardio. Mais de quelle manière? Je suis restée sur l'inconvénient que ça détruit des tissus musculaires. Comment ça? Vous regardez les coureurs de marathon? Moi je cours et je fais de la rando, je fais beaucoup de cardio. D'accord. Et donc c'est vrai que du coup, j'essaie aussi d'essayer de préserver le muscle qu'on a tendance à perdre plus. D'accord. Du coup, au lieu de vous prendre comme exemple, je vous dirais tout simplement, si vous regardez les coureurs de marathon, vous comprendrez. Ils sont tous super fins, n'est-ce pas? Ouais, ils sont, ouais, c'est vrai. C'est ce qui se passe. Parce que c'est vraiment l'explication. Ça construit du muscle quand même aussi de courir, non? Quand vous courez, c'est le cardio qui s'active. En rando, tu fais des squats. C'est pour ça que je posais la question. D'accord. Donc, c'est un peu les deux. Ok. Voici ce qui construit du muscle. C'est le fait de répéter un exercice avec une certaine résistance et le fait de faire ça au moins 10 à 12 fois et de se reposer pendant 1 minute et de répéter le même cycle 3 à 4 fois. Et de répéter ça sur une séance aujourd'hui, sur une autre séance après 2 jours et sur une autre séance après 2 jours.
là, c'est pas la course. Parce que la course, c'est effort constant. N'est-ce pas? Le vélo, la randonnée, vous marchez, c'est pas une question dans laquelle vous vous mettez dans des positions spécifiques pour vraiment stimuler un muscle, mais ce que vous faites, c'est vous stimulez votre santé cardiaque. C'est le cœur qui vous pousse. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de construction musculaire qui se passe durant ces séances-là, mais c'est surtout un processus durant lequel votre corps se dit c'est difficile, il faut que je me conditionne à mieux souffler. Parce que je suis sûr, si vous faites beaucoup de randonnées, vous vous rappelez sûrement la première randonnée, elle était super difficile par rapport à votre randonnée d'hier, par exemple, n'est-ce pas? Vous êtes plus résistant et plus endurant, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et c'est le processus d'adaptation par lequel votre corps s'est amélioré. Et parce que déjà, de un, c'est ce que notre corps fait. Il s'améliore à tout ce qu'on fait. Mais le fait qu'il s'est amélioré peut aussi dire qu'il a fait ça au prix de quelque chose. Au prix du gras. Et encore une fois, dans les cas extrêmes, c'est là que la destruction musculaire se passe. Lorsque vous n'avez pas de protéines et aussi pas trop de repos, c'est là que le muscle commence à partir. Donc encore une fois, c'est un cas extrême. Mais ce qui se passe, mais quelque chose qui est sûr, c'est que vous ne construisez pas de muscle durant les randonnées ou durant les activités cardio. Si vous voulez construire du muscle, c'est les entraînements à résistance. Il n'y a pas de... Mais quand on fait une rando particulièrement avec une ascension, par exemple, sur une période courte, après on a quand même pas mal de courbatures, etc. Oui, mais encore une fois, est-ce que ça équivaut à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de 12 répétitions, temps de repos, intervalles et séances répétitives? C'est pas le cas. C'est plus. Lorsque vous faites ça, c'est surtout résistance musculaire. Donc, vos muscles deviennent durs et plus résistants, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir plus de muscles. C'est-à-dire, disons juste que vous allez avec un ami à vous qui fait de la randonnée, vous faites la même dose de randonnée, mais votre ami va à la salle de sport en même temps 1 à 2 fois par jour. Chaque fois que vous et votre ami irez à la randonnée, vous allez voir que son corps est différent et son endurance est légèrement plus différente. Légèrement. Donc je ne dis pas qu'il n'y a vraiment pas de construction ou de bénéfices musculaires dans la randonnée, mais ce n'est pas aussi optimal et maximal que si vraiment on allait à la salle de sport. Vous comprenez un petit peu? Oui. Ouais. D'autres questions? Il n'y a plus qu'à. D'accord. Ben écoutez, c'était un plaisir. J'ai dû accélérer un petit peu vers la fin parce que je me suis pas rendu compte du temps, mais j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui.